Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur Radio Fringale. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite émission spéciale pour débriefer le parcours d'un petit critérium de village. Voilà, d'une petite kermesse, rien de bien méchant, une petite course qui a lieu début juillet en France, fin juin, début juillet, voilà, vous connaissez. Et bien évidemment, c'est le Tour de France qui, du coup, cette année aura lieu du 5 au 27 juillet 2025. On va voir ensemble quel est le parcours, on va détailler étape par étape, on va quand même un petit peu rapidement parler des étapes qui nous semblent les étapes clés. Et pour m'accompagner sur cette émission, c'est Titien. Salut Titien, comment vas-tu ? Salut la Torn, salut tout le monde. Écoute, ça va très très bien. Je viens de me faire un petit après-midi Koppenberg Cross, donc c'était plutôt sympa. Écoute, en forme et hâte de pouvoir débriefer ce beau parcours du Tour de France 2025 avec toi. C'est bien, t'as pu travailler tes cannes parce que des montées un peu type Koppenberg, on risque d'en avoir là. Ah ouais, ça, franchement, on va pas s'ennuyer. Exactement. Alors, Titien, je te propose que je présente très rapidement les grandes lignes de ce qui nous attend sur ce parcours 2025. Derrière, je veux bien ton retour, pareil, rapide sur le parcours, en règle générale. Et puis ensuite, on rentre dans le vif du sujet, on se fait 3 étapes chacun, tranquillou jusqu'à l'arrivée. On en dit ce qu'on en pense, puis à la fin, on mettra peut-être une petite note sur ce parcours, une petite note sur 10, une petite note sur 5 de ce qu'on pense de ce qui nous attend pour l'étape prochaine. Allez, je te suis. Parfait, alors un parcours cette année, Titien, un parcours qui restera dans l'Hexagone, un parcours qui partira du nord de la France et un parcours qui nous ramènera jusqu'à Paris, Champs-Élysées, voilà. La petite parenthèse, JO de l'an passé est mise de côté. Cette année, on aura une arrivée traditionnelle, rien de plus traditionnel, arrivée parade sur les champs. Alors un parcours qui me semble assez équilibré. Alors une première semaine où on n'aura pas de montagne cette année, alors bien évidemment, vous allez voir que ça va être un parcours difficile. C'est pas parce qu'on n'a pas de montagne qu'on va quand même pas avoir un paquet d'étapes où ça finit toujours par monter par un moment, où il y a 4-5 petites bosses à l'arrivée, ou alors des étapes un petit peu de moyenne montagne. Mais il faudra attendre les Pyrénées, donc plutôt la deuxième semaine pour avoir la grosse bataille en montagne. Des étapes de montagne arrivé au sommet, il n'y en a pas tant que ça, mais on va retrouver des gros monstres. J'ai l'impression qu'alors on est sur des étapes de montagne un petit peu entre guillemets stéréotypées, mais qui font bien plaisir et qui sont ultra difficiles. On va retrouver des montées qui nous font plaisir, des montées compliquées. On risque de voir des coureurs bien bagarrés. Au niveau des chronos, alors on aura 2 chronos cette année. Un premier chrono plutôt pour les spécialistes dans la première semaine, 30 bornes tout plat. Et puis un deuxième chrono qui s'apparente vraiment à un chrono pour les purs grimpeurs ou pour les rouleurs grimpeurs, ou en tout cas coureurs du classement général. Et puis entre tout ça, on aura bien évidemment comme d'habitude les célèbres étapes de transition, mais malgré tout j'ai quand même l'impression qu'on est sur un parcours où on va pas s'ennuyer, un parcours qui est difficile. Moi je suis plutôt content qu'on reste dans l'Hexagone cette année, qu'on retourne un petit peu dans des régions qu'on avait délaissées comme dans l'Ouest, mais je te laisserai la main parce que c'est vrai que malgré tout ce qui est un peu compliqué, c'est qu'on se dit quitte à faire un parcours 100% en France, pourquoi pas en faire un parcours où on va éviter les gros transferts, où on va se faire un truc un peu moins complexe. Et malgré tout j'ai l'impression qu'on se met un petit peu des nœuds dans le cerveau, bien qu'on mette en avant le fait que le Tour de France se veut de plus en plus écolo, etc. On va quand même avoir de sacrés transferts, un parcours qui manque un petit peu de cohérence à ce niveau-là, selon moi, parfois. Je laisse la main, Titien. Ouais, alors, je vais parler du sportif après, je vais enchaîner sur ce sur quoi t'as fini, c'est sur cette partie des transferts. Alors, on a la carte sous les yeux. C'est vrai que ça fait quand même beaucoup de transferts. J'ai l'impression qu'on n'a jamais eu autant. Est-ce qu'en termes de transferts, ils feront pas plus de kilomètres que ce qu'ils font sur l'ensemble des étapes? C'est bien possible. Donc, ouais, ça me paraît quand même... Enfin, tu vois, quand je vois cette étape, alors elle est très sympa, l'étape du Mont d'Or, on en reparlera tout à l'heure, mais très isolée au milieu de la carte entre 2 gros transferts. Enfin, donc, alors je comprends qu'il y a la journée de repos le lendemain, tout ça, mais dans un monde où déjà le Tour de France de cette année, il est quand même très très difficile. On inflige quand même parfois à la fin des étapes 2 heures de route au minimum aux coureurs. Donc voilà, d'un point de vue logique sportif, c'est pas terrible. Et puis bon, évidemment, comme dit Christian Prudhomme, le Tour de France se doit d'être exemplaire d'un point de vue on va dire des émissions écologiques, tout ça. C'est pas terrible non plus en termes d'image, donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Alors évidemment le Tour de France c'est une énorme entreprise, il y a des composantes économiques très très importantes, et puis évidemment ils sont aussi tributaires des candidatures qu'ils reçoivent. Toujours est-il que voilà, on attend un peu plus d'efforts de la part d'ASO dans une période
un peu de sobriété actuelle. Donc voilà, enfin en tout cas, fin de la parenthèse pour moi sur ce sujet, mais un petit peu déçu, pas loin d'être choqué quand même de ce côté-là des transferts. Alors après sur le sportif, très clairement, je vais te le dire, je suis hypé de fou. Je pense que c'est un des parcours des Tours de France, c'est peut-être le parcours des 10 dernières années qui me hype le plus. Moi, je suis content. Alors peut-être pas vieux jeu quand même, mais je suis content de ce retour à un certain traditionnalisme avec voilà ces 10 premières étapes qui vont être dans la plaine et pour le temps, Dieu sait qu'on ne devrait pas s'ennuyer vu les profils qui vont être dévoilés, mais voilà, j'aime bien cette montée en tension qu'il y a progressivement dans le Tour de France et puis la montagne qui arrive à partir de la deuxième semaine. Donc alors évidemment, il faut varier les parcours. C'était très cool d'avoir le Galibier cette année, les Pyrénées en première semaine l'année dernière, mais voilà, je suis content de ce retour-là. Et puis également, je trouve que bah voilà, on aurait pu du coup se dire, et j'avais très peur quand j'avais entendu, quand j'ai entendu parler du départ de Lille, voilà, Tour de France, on va être beaucoup dans la plaine sur les 10 premiers jours. Et puis voilà, SO a fait je trouve des super choix de tracés, des gros efforts pour proposer des étapes attractives. Donc voilà, non, je suis très très hypé. Des étapes de montagne, comme tu l'as dit, on va les décortiquer, très très difficiles. Un beau chrono, voilà, un bel équilibre et finalement assez peu de temps mort sur ce Tour de France et des temps morts dans l'agencement global quand il en faut. Donc ouais, écoute, non, je donnerai une note à la fin, mais je pars avec un très très bon a priori en ayant vu en plus le détail des étapes. Donc bravo sur ce côté sportif des étapes proposées par ASO. Ouais, c'est un des plus beaux Tours de France pour moi des parcours depuis très longtemps. Je te rejoins totalement sur le fait on en avait un peu marre à un moment des Tours de France de notre enfance où voilà, il y avait 10 jours de plaine, peu d'étapes de montagne et voilà, on s'ennuyait un bon moment avant d'arriver dans la bagarre. Je trouve que là, on arrive à un bon mixte qui est à la fois, on vous met pas la montagne tout de suite et c'est aussi cool de garder la montagne pour un peu plus tard et peut-être d'en faire un petit peu moins. Mais par contre, c'est pas pour autant que les 10 premiers jours vont pas être ultra sympas où on va pas avoir voilà des coureurs aussi qui vont pouvoir se mettre en avant dès le début et pas forcément attendre que ce soit voilà qu'on ait passé 2 semaines et que tout le monde ait déjà gagné un peu sa petite étape pour pouvoir partir. Je pense que les baroudeurs, les punchers et autres vont être mis à l'honneur et c'est top. Et que pour le coup les favoris au vu de la difficulté du parcours vont pas pouvoir se découvrir trop vite non plus, même si peut-être qu'ils vont avoir les dents longues et envie d'aller en claquer une ou deux parce que on voit les profils des favoris, on voit les profils des étapes et on se dit ah ça pourrait matcher. Ouais, je suis assez content de cet équilibre également, Titien, et du coup je te propose qu'on mette le nez, qu'on mette nos petites loupes, nos petites lunettes et qu'on aille un petit peu plus en détail sur ce qui nous attend pour ces 3 semaines. Je vais attaquer et donc comme on l'a dit, on part du nord, on part de Lille, une première étape qui alors fait 185 km, il y aura des petites bosses tout au long mais rien de bien méchant, simplement pour aller se donner le maillot à poids et puis bien évidemment une arrivée qui devrait être une arrivée au sprint et donc on devrait retrouver un sprinter avec le maillot jaune pour la première étape de ce Tour de France. Ouais, c'est chouette, d'autant plus que voilà, ça fait depuis 2020, si je dis pas de bêtises, non, 2022, il y avait un prologue, donc ouais, ça fait depuis 2020 qu'il n'y avait pas une première étape dédiée au sprinter, donc c'est super sympa. Bon, rien de plus à dire, voilà, s'il y aura une petite bagarre pour le maillot à poids, voilà, vous attendez pas à un autre scénario que 4-5 coureurs qui vont montrer le maillot, qui vont chercher le maillot à poids et un sprint royal à l'arrivée. Mais finalement, quand on sait qu'il y en aura pas tant que ça sur ce Tour de France, moi c'est quelque chose qui me dérange pas. C'est des coureurs mine de rien, les sprinters, voilà, qui sont des coureurs à part entière du peloton et c'est bien de pouvoir les mettre en avant, d'autant plus que dès le lendemain, à mon avis, voilà, ils seront pas le maillot, ce sera fini. Donc non, c'est chouette. Voilà, attention sur cette étape, le principal danger, c'est le traditionnel danger, j'ai envie de dire, de ces premières étapes qui arrivent au sprint, et d'autant plus une première étape où il y aura une tension énorme pour aller chercher un premier maillot jaune, c'est le risque de chute dans le final. Donc on verra si ASO nous aménage plutôt voilà des temps pris à 5 km de l'arrivée, à 3 km qui est la distance traditionnelle, mais ce sera le principal danger de cette étape. Devrait pas y avoir de danger au niveau du vent ni au niveau de la difficulté. Donc sprint royal et on espérera que Primož Roglič ne soit pas dans la chute massive qui interviendra. Tout à fait, on a vu aussi qu'ils ont été assez intelligents de nous mettre la dernière côte à 45 bornes de l'arrivée, comme ça si quelqu'un a envie d'attaquer pour chatouiller Tadej Pogačar, on est sûr qu'ils feront pas un numéro à 2 dans les 50 dernières bornes quoi.
on est tranquille. Ouais, c'est ça, là, vraiment. Le scénario sur cette étape, et il y en a pas beaucoup des comme ça, mais celui-là, voilà, il est cousu de fil blanc, mais bon, voilà, Pour la c'est comme première, ça. on l'accepte avec plaisir, on est d'accord. Oui, voilà, c'est une entrée en matière. Voilà, les difficultés vont arriver. Alors, dès le lendemain, hein, déjà, les premières vraies difficultés, une étape de 209 km, toujours dans le nord, qui arrivera à Boulogne-sur-Mer. Et sur la fin, bah, cet enchaînement, alors de trois bosses presque répertoriées. Alors, il y en a une à sommet à 30 km de l'arrivée. 1 km à 10%, ensuite c'est un petit peu vallonné, ça redescend, et puis surtout à 10 km de l'arrivée, on a le sommet de la côte de Saint-Étienne-au-Mont, 900 mètres à 11%, donc voilà, belle bosse. Et puis derrière, on a la côte d'Outreau, 800 mètres à 8,8%, et puis elle est pas répertoriée, mais quand on redescend sur Boulogne, donc la côte d'Outreau à son arrivée à peu près à 5 km de l'arrivée, enfin son sommet pardon, ensuite on redescend, et dès qu'on arrive à Boulogne, paf, ça remonte un petit peu, c'est pas répertorié, mais tu disais, tiens, à peu près 500 mètres à quoi, 4-5%. Ouais, Euh, 4%, ouais. c'est ça, et puis bah du coup derrière arrivé à Boulogne, là les punchers et voire même les favoris du classement général qui auront les dents longues et envie d'aller en claquer une tout de suite, et notamment lorsqu'ils sont slovènes, suivez mon regard, devraient jouer la victoire sur une fin d'étape qui risque d'être ultra sympatoche. Ouais, en fait, c'est ultra sympathique parce qu'en fait, la dernière côte, alors oui, ça arrive en montée, mais par rapport aux deux côtes d'avant qui sont très pentues, elle est beaucoup plus simple. Et pour le coup, vraiment des sprinters punchers, alors je vais penser à des types Arnaud Delis, des Wout van Aert, etc., ils seront énormément favorisés par une arrivée comme ça. Tandis que les purs punchers, ce sera peut-être trop dur, trop facile, j'ai envie de dire, ces 500 derniers mètres pour aller battre des mecs qui ont une sacrée pointe de vitesse, et donc ils seront obligés de se servir de ces deux côtes qui sont enfin voilà, très très difficile, hein, 1 kilomètre à environ 9-10% les deux pour attaquer. Donc enfin, je vois pas de scénario où on attend vraiment les 500 derniers mètres et cette dernière bosse pour jouer la victoire. Donc il y aura vraiment bah voilà, un combat entre vraiment ces punchers qui essaieront de s'enfuir, et puis ces mecs qui punchent bien mais qui sont surtout sprinters et qui essaieront d'arriver groupés pour se jouer la gagne dans le final. Donc ouais, voilà, une étape longue, une étape pas trop difficile, mais un final un petit peu, c'est une sorte de Milan-San Remo, un peu, tu vois. Bon, les trois quarts de l'étape, il va pas se passer grand-chose, d'autant plus que voilà, il y aura pas beaucoup de côtes en milieu d'étape, mais voilà, la dernière demi-heure de course va être hyper intense, hyper sympa, donc ouais, ça risque. Oh voilà, après le sprint, une étape déjà où on aura un petit peu plus de frissons, et c'est sympa. Et l'enchaînement de ces deux boss est top, je trouve, parce que tu sais, des fois on a Ouais. une fameuse boss à 10 bornes de l'arrivée où tu te dis, bon bah voilà, là ça risque d'attaquer et ça va se jouer ensuite entre les sprinters et potentiellement qui passent bien les boss et potentiellement leur équipier pardon, et des punchers qui seront partis en amont. Mais là vraiment t'as cet enchaînement sur 5 bornes où t'as deux boss, où ça monte, ça redescend tout de suite et bim ça remonte sacrément pentu. Et donc si t'as envie de secouer tout le monde, si t'en mets une dès la première, t'as moyen de partir à 4-5 et puis ensuite d'avoir une petite course d'élimination où en fait le meilleur sera en tête. Et je pense que clairement voilà, des coureurs comme Prime Alaphilippe qu'on devrait pas avoir l'année qui arrive, mais je veux dire des gars avec ce profil là, des Pogacar, on a vu des Narvaez l'an passé ou autres, s'ils passent le sommet de la côte d'Outreau avec 20 secondes derrière, ça descend 500, enfin les 500 derniers mètres c'est du 5% faux plat montant, enfin ils auront course gagnée quoi. Donc ouais, je pense que ça va les forcer à se découvrir un petit peu avant, et je pense que les sprinters, ça va peut-être aussi les forcer, en tout cas certains qui visent ce type d'étape-là parce qu'ils savent qu'ils seront trop justes sur des sprints en ligne, à vraiment travailler ces enchaînements de côtes où faudra beaucoup de puissance, beaucoup d'explosivité et être capable de rester dans les roues aussi quoi. Ouais, surtout, ce sera difficilement contrôlable avec ces deux côtes qui interviennent à 3 km. Enfin, tu montes, tu descends et tu remontes tout de suite. Et puis surtout sur des pentes tellement difficiles, ça va aller tellement vite que pour une équipe, ça va être très difficile de se réorganiser. Puis ça va redescendre et restera quoi, 4 km, et puis on restera au pied de la dernière bosse. Donc ouais, voilà. C'est ce que j'attends d'une étape du Tour de France de plaine, c'est-à-dire j'attends pas que ce soit de la grosse bagarre, mais j'attends un peu de l'indécision et de me dire, je sais pas ce qui va arriver. Il y a des opportunités en tout cas, et donc voilà, ce sera une longue attente, comme j'ai dit, comme sur Milan-San Remo, et ça devrait être explosif. Donc hâte d'être à ce dimanche 6 juillet, ça va être bien. Le lendemain, Valenciennes-Dunkerque, on retourne plutôt sur une étape pour quitter le nord, on va dire, qui sera dédiée aux sprinters.
Ouais, en fait, j'ai rien à dire sur cette étape. Voilà, si vous 172 travaillez, km, vous avez voilà, bien quand même. raison. Si vous êtes chez vous, bah bonne sieste. Voilà, rien de plus à dire. Si ce n'est que bah, je préférais conclure sur ce grand départ du Nord en disant quand même, bon, on part très peu en France maintenant. On part quasi jamais du Nord. Enfin, j'ai l'impression que ça fait quand même bien longtemps qu'on n'était pas parti du Nord de la France. On était parti en Belgique, mais alors Nord de la France. Vous nous direz dans les commentaires si vous avez des souvenirs. Moi, je me souviens de 2001, mais ça date un petit peu d'il y a longtemps. Et on a réussi à quand même pas mettre un seul secteur pavé. Ça m'embête un petit peu. Alors, dans l'esprit de ce Tour de France, pas vraiment. Mais c'est quand même un petit... Moi, depuis qu'on on sait que le Tour de France, il partait de Lille, je m'étais quand même dit il y aurait des pavés. Et c'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas de secteur pavé. Enfin, c'est quand même le cœur de la région. On est quoi? On va passer à 15-20 km de Roubaix, quoi. Donc, bon... ça embêtera pas tout le monde. Sur le fond de ce début de Tour de France, c'est pas très grave, mais enfin, fallait quand même le faire, je trouve, de partir de Lille et de pas mettre un seul secteur pavé. Voilà, juste pour un C'est petit vrai, étonnement de ma tout à part, fait, quoi. ouais, ouais, t'as raison, c'est assez juste. Après, hein, peut-être que ouais, ils veulent éviter des gros dégâts tout de suite, mais c'est vrai que quitte à mettre la Oui, région oui, à oui, l'honneur, mais ouais, ouais, voilà, je te c'est rejoins. bizarre, quoi. C'est Mais vrai. bon, écoute, c'est comme ça. Je te laisse la main pour l'arrivée tranquillou dans la belle Normandie. Ouais, parce qu'autant, bon, ce lundi, on va dormir pour arriver à Dunkerque, mais autant le mardi 8 juillet, pour cette quatrième étape, on arrive à Rouen, et là, on devrait se régaler. Alors, voilà, on arrive en Normandie, et puis, bah, surtout, on va arriver sur des terrains un peu escarpés. Là, je trouve qu'on a encore un final qui est assez beau. On va avoir un enchaînement de quoi, bah, déjà à partir de 60 km de l'arrivée, ça a commencé à monter, et dans les 30 derniers kilomètres, on va avoir un enchaînement de quatre côtes, des côtes toujours, alors pas très longues, hein, entre 1 et 2 kilomètres, mais avec des pourcentages à chaque fois qui sont assez intéressants. Et puis surtout, il y aura très peu de kilomètres de plage, j'ai l'impression, entre ces différentes côtes. Donc ça va être très sympa. Et puis c'est pareil, à Rouen, on n'arrive pas sur le plat, on arrive pareil sur une dernière montée de 500-600 mètres à 4-5%. Donc voilà, un peu une sorte de bis repetita, j'ai envie de dire, de l'étape de Dunkerque, avec un petit peu plus de côte dans le final. Mais encore une fois, là, ce sera impossible pour les sprinteurs de gagner, surtout quand on voit l'avant-dernière, enfin la dernière bosse répertoriée de la journée, la rampe Saint-Hilaire, quasi 1 kilomètre à 10%. Bah, on n'est pas loin du mur de 8, quoi. Donc ça va être très très compliqué et ce sera clairement avec cet enchaînement de côtes. Ça me fait beaucoup penser à l'étape d'Épernay en 2019 qui avait remporté Alain Philippe, qui était une magnifique étape. Et ben c'est pareil, c'est très dynamique et ça devrait sacrer un puncher ou un Slovène, voire un puncher slovène. Voilà. Spoiler, avec un maillot arc-en-ciel ou peut-être déjà un maillot jaune, on verra. Ouais, ouais, je te rejoins de ouf, j'adore cette étape, je veux pas en dire beaucoup plus, on est un petit peu... pour moi, ça fait... on vous a mis une étape de sprint au début, on va vous mettre derrière une étape un peu punchy. Après, on va vous mettre une étape encore plus de sprint en troisième jour, et puis on va vous mettre une étape encore plus punchy le quatrième jour, quoi. Tu vois, c'est des bis repetita, mais toujours avec un petit supplément derrière. Comme tu le dis, hein, c'est à mon avis les 60 derniers kilomètres, ça va accélérer, ça va monter en tension et puis voilà quoi. On a ces toboggans là, ces 4 gros toboggans plus l'arrivée à Rouen qui vont permettre de s'éclater. Puis c'est cool aussi, je trouve, quand on passe dans des régions comme ça, de mettre à l'honneur le terrain. On sait que la Normandie, alors oui, il y a pas des grands cols, mais c'est quand même assez vallonné au niveau des bosses. Hein. Si vous avez l'occasion d'y rouler, c'est pas tout plat comme on pourrait le penser des fois quand on voit des étapes qui passent dans le coin. Et là, ce sera pas tout plat, mais en fait, les côtes, elles étaient dans les 50 premiers kilomètres et ensuite on voit que de la grosse nationale ou de la grosse départementale jusqu'à l'arrivée. C'est pas tout plat et on le verra bien jusqu'à l'arrivée et c'est ce terrain-là qui sacrera le vainqueur. Donc pour mettre à l'honneur la région, je trouve ça top. Tout à fait, on va s'éclater. Bah écoute, je te propose d'arriver maintenant à la cinquième étape et peut-être déjà voilà le premier grand rendez-vous de ce Tour de France pour les favoris, même si évidemment il faudra pas perdre de temps, voire peut-être en gagner quelques secondes sur les étapes d'avant, mais voilà la première étape décisive sur laquelle tous les favoris vont porter leur regard contre la montre individuelle entre Caen et Caen, 33 km contre la montre dénué de difficulté. Alors là, on est vraiment sur du tout plat pour les purs rouleurs. Voilà. En tout cas, si vous êtes rouleur et que vous êtes venu sur le Tour de France, bah, ce sera votre Faudra étape. la Et puis cocher, pour les ouais. favoris, voilà, pour les favoris, ce sera alors un rendez-vous important parce que 33 km. Alors on n'est pas sur les distances qu'on avait il y a quelques années, hein, mais ça reste quand même une distance sur laquelle des écarts peuvent se creuser. Surtout sur un contre-la-montre vraiment tout plat comme ça.
pour des mecs qui sont vraiment mauvais rouleurs, bah, ça peut se chiffrer en minutes carrément. Donc voilà, ça va être rien de plus à dire, si ce n'est que ce sera le rendez-vous de ces premiers jours du Tour de France. Tous les favoris l'auront évidemment repéré, l'auront préparé. Et puis voilà, je pense que sur les étapes d'avant, il y aura également une bagarre pour finir bien classé, pour partir dans les derniers sur cette étape. Donc ouais, il faudra pas être dans une mauvaise journée ce jour-là, parce que déjà le Tour ne pourra pas se gagner, mais en tout cas certains pourraient se mettre en difficulté s'ils perdaient beaucoup de temps. Je suis grave content, moi, qu'on ait un chrono comme ça, et on parlera du deuxième. Je suis grave content qu'il soit là aussi, mais j'aime bien. C'est cool aussi là qu'on ait affaire à des chronos tout plats, ou juste à un moment, bah voilà, hein, faut être bon rouleur aussi pour gagner le Tour de France. Je crois que j'aurais encore plus apprécié s'il y avait 7 km de plus sur ce chrono-là. Mais ouais, je suis bien content de ce chrono tout plat. Ce sera des grandes routes toutes larges, pas de difficulté, pas de virage. Je pense que même s'il fait un peu moche, la route sera pas trop dangereuse. Et voilà, ça sacrera. Je pense que ça poussera peut-être aussi un petit peu les favoris à aller se réentraîner pour des chronos vraiment de ce type-là, et pas forcément des chronos escarpés, ou même si t'es bon grimpeur, t'es mis en avant. Donc ouais, c'est cool. Je suis bien content, et puis je trouve ça cool qu'on passe par Caen, voilà, qui est une très belle ville. Tout à fait. Et bah, ce qui est vraiment sympa, c'est que voilà, sur ce début de Tour de France, il y en a pour les sprinters, il y en a pour les rouleurs, pour les punchers, et peut-être ce 10 juillet, la première étape pour les baroudeurs. Une magnifique étape en Suisse normande entre Bayeux et Vire de 200 km. Bah, toute la journée. Alors, j'ai vu qu'il y avait entre 3000 et 3500 mètres de D+, sur cette étape. Donc, c'est quand même, voilà, pour une étape de plaine, c'est quand même assez compliqué. Grosse Et puis, on ardennaise. voit sur le profil, ouais, voilà, c'est ça, ça monte et ça descend toute la journée. Il y aura pas beaucoup de plats. Alors, évidemment, on est très loin de la moyenne ou de la haute montagne, hein. Mais je me dis que s'il y a sur cette première semaine une étape qui est pour les baroudeurs, ce serait bien celle-là, parce que autant les deux premières pour les punchers d'avant, bah, elles étaient plutôt plates avant un final musclé, ce qui laissait un peloton qui allait pouvoir facilement contrôler les échappées. Autant je me dis que voilà, on sera à la sixième étape, il y aura eu des écarts qui se seront creusés avec les étapes pour puncher plus le chrono. C'est peut-être l'occasion pour pas mal de coureurs baroudeurs qui sont pas Pogacar, qui sont pas Van Der Poel ou qui sont pas Van Aert, etc., ou des Arnaud Delis, qui se disent bah non, ça va être encore trop compliqué dans le final de tenter leur chance de plus loin et de créer une grosse échappée et de résister au peloton. Toujours est-il que le terrain s'y prête, ça va être difficile de contrôler, ça monte, ça descend comme tu l'as dit, et puis auquel cas l'échappée se ferait reprendre. En tout cas, bah, on a un nouveau final pour puncher très très compliqué, avec une côte d'un kilomètre à plus de 7%, tout près de l'arrivée à 5 km. Et puis surtout, bah, cette rampe finale à Vire, encore une fois, si vous êtes une des très grosses cuisses, ce sera impossible de gagner. 700 mètres à plus de 9%, ça va être vraiment, je crois qu'il y a un passage à près de 15%, donc ce sera vraiment un final pour pur puncher. Donc voilà, soit ce sera la troisième chance des punchers, soit pourquoi pas, moi j'y crois là-dessus, en tout cas des audacieux qui très costauds, qui réussiraient à faire mener une échappée à bien. Donc tu vois, des coureurs comme des Kevin Vauquelin, des Romain Grégoire qui ont peut-être perdu du temps, qui pourrait partir. Donc ouais, une étape en tout cas très intéressante, assez indécise, et c'est encore une fois top dans cette première semaine. Alors Kevin Vauquelin, je t'arrête tout de suite, au vu du début de parcours du Tour de France, il aura pas perdu de temps. C'est vrai qu'il sera peut-être, il pourra peut-être pas. Il aura peut-être le maillot jaune, mec. Non, je rigole. Ouais, J'espère. bah alors ça, ce serait ouf, hein. Ce sera pas facile. Non, mais ouais, et puis je sais pas si tu l'as dit, mais 205 km quand même. Enfin, je veux dire, elle va être dure. Ah ouais. T'as parlé du D+, qu'on va se manger dans cette étape-là. Et 205 km, donc c'est pareil, hein, si vous êtes un favori, fera pas bon d'être dans un mauvais jour, parce que bon, vous risquez pas d'être lâché et de perdre énormément, mais ça peut faire un petit peu mal. Et comme tu le disais, hein, je pense notamment à cette avant-dernière côte à 5 km de l'arrivée là, 1 km 1 à 7%, où ça va monter, voilà, toute voile dehors. Et je pense que clairement, si tu commences à être mal dans celle-là, bah tu peux perdre, peut-être 30 secondes si jamais t'es décroché pardon du groupe des favoris à l'arrivée à Vire, voire même un peu plus, parce que comme tu le disais, ça remonte à Vire. Donc ouais, c'est une magnifique étape. Je suis trop content du passage qu'on fait en Normandie, parce que c'est pareil, hein, ça fait un petit moment qu'on n'y avait pas été, et je trouve que ça met grave en avant la région, les deux étapes là pour puncher, donc celle-là plus baroudeur quand même, et puis ce beau chrono. Donc ouais, non,
trop content. Et puis du coup je vais prendre la main pour la suite parce que c'est pareil, hein. Alors le lendemain on retrouve notre fameux mur de Bretagne, voilà, qu'on montera par 2 fois, une étape de 194 km,5, donc encore un beau kilométrage avec plutôt voilà une dernière partie qui va être escarpée, donc on va dire à partir des, alors si on prend vraiment le début du début, même si ça monte pas de ouf, on va dire que les 70 derniers kilomètres voilà vont commencer à avoir, on va commencer à trouver un terrain un petit peu plus accidenté. Et puis, comme dit la veille, hein, je pense que l'étape de la veille, elle va faire un petit peu mal aux organismes, un petit peu mal aux jambes. Si vous êtes mal dans le premier mur de Bretagne ou au pied du deuxième mur de Bretagne, c'est aussi une étape où je pense que même pour un favori, hein, on peut perdre un peu de temps. Alors bien évidemment, on va pas perdre 2 minutes, mais je veux dire, si vous avez perdu 15 secondes la veille, puis que le lendemain c'est pareil, les jambes elles répondent pas trop, parce que vous en avez trop mis dans le chrono il y a 2 jours, etc., etc. On pourra avoir des petits écarts. Et puis bien évidemment, hein, voilà, cette montée qui est maintenant une montée mythique du Tour de France, je suis très content de la retrouver. Et ouais, je trouve que la transition entre la Normandie et la Bretagne se fait parfaitement. Donc voilà, départ de Saint-Malo, arrivée à Mur de Bretagne, 194 km, une très belle étape qui nous attend selon moi. Oui, une belle étape. Alors, je suis moins fan que celle de la veille, parce que celle de la veille, tous les scénarios me paraissent possibles. Celle-là, bon, bah, je pense quand même que le scénario est assez entendu, hein. Ce sera dur pour des baroudeurs de résister, étant donné que le terrain n'est pas très difficile, mais on devrait avoir une belle bagarre. Et puis, le dernier vainqueur à Mur de Bretagne, c'est quand même Mathieu Van Der Poel. Donc, juste pour ça, c'est une montée que j'aime bien. Est-ce que tu voulais dire ce sera dur pour tout autre coureur qu'un Slovène à l'arrivée de ce Mur de Bretagne? Bah, écoute, non, mais par contre, Tadej Pogačar pourra peut-être déjà aller chercher sa 4e victoire ce jour-là, voire la 5e s'il gagne le chrono. Donc attention. Non, mais oui, c'est clair que, alors autant ça paraît cool quand on en parle ici, parce qu'il y a plein d'étapes, voilà, où le final devrait être explosif. Autant on pourrait voir le même mec gagner toutes les étapes. Donc c'est là qu'il faut faire attention, mais voilà, ce qui est super sur cette première semaine, c'est que bah voilà, on va pas s'ennuyer. Est-ce que le peloton va encore vouloir contrôler pour la 4e journée de suite pour les punchers? Sûrement. En tout cas, moi j'adore ce type de coureur. Il y a beaucoup de mes coureurs préférés aujourd'hui dans le peloton, des Van Der Poel, des De Ligt, des Thibaut Nice et des Van Aert, etc. qui ce sont des punchers, c'est des étapes qui vont leur aller comme un gant. Donc moi ça me fait forcément plaisir de retrouver ces étapes. Je trouvais justement que, tu vois, sur ces 2 derniers Tours de France, à croire que Mathieu Van Der Poel, il venait sur le Tour, pas avec une grande forme, mais en même temps, je me disais, il a quand même pas beaucoup d'étapes pour lui. Il y a quand même soit des étapes de montagne, soit de moyenne montagne, soit de plat. Et ben vraiment, les punchers sont vraiment remis à l'honneur cette année, je trouve, et c'est vachement sympa. Donc ouais, et en plus sur des profils différents, parce que Mur de Bretagne, c'est pour des punchers qui commencent un petit peu à au moins savoir grimper, tandis que sur l'étape de Boulogne-sur-Mer ou sur l'étape de Rouen, ça va vraiment être des purs punchers qui savent faire un effort explosif sur 1 ou 2 minutes max. Donc ouais, c'est assez varié finalement dans le punch, mais en tout cas, on ne devrait pas s'ennuyer, et voilà, c'est le plus important pour moi, c'est que on devrait passer des bons moments devant la télé. Donc très content. Mur de Bretagne, c'est devenu, j'ai l'impression, un peu un rendez-vous incontournable, comme peut être la planche des belles filles ou maintenant le col de la Loze. Donc écoute, hâte de voir cette étape. Et puis de toute façon, la Bretagne, c'est la plus belle région de France, donc dès qu'ils sont en Bretagne, moi je suis content. Le lendemain, on va y aller un petit peu plus mollo, hein, un petit peu plus tranquille. Arrivé à Laval, départ de Saint-Méen-le-Grand, 175 km. Plutôt plat, avec quand même sur l'arrivée, alors ce sera pas des côtes, ce sera pas répertorié, mais un final qui va arriver plutôt en bosse. Enfin, en bosse, Ouais, en petite bosse, quoi. Pareil, 500 mètres, alors c'est pas 500 mètres à 3%. Alors, c'est pas extraordinairement dur, mais ça peut faire une petite différence. Oui, puis tu sais, j'ai l'impression qu'il y a un petit enchaînement. Je sais pas si on passe. Alors, si je regarde le parcours, et on sait que voilà, les parcours qui sortent des fois à ce moment-là de l'année, les profils, c'est pas les vrais profils, mais je sais pas si vous pourrez regarder, vous pourrez zoomer un peu. On a l'enchaînement de peut-être ces deux petits trucs. Ça doit être dans le dernier kilomètre ou quelque chose comme ça. Ça montouille aussi un petit peu avant. Donc, c'est pareil, hein, les sprinters, là, il faudra quand même être capable de passer un pont d'autoroute ou autre parce qu'il y en aura pas beaucoup à se mettre là-dedans. Et voilà. Ah bah c'est clair que Fabio Jakobsen, ce sera toujours plus difficile pour lui ou un Tim Merlier, tandis que des mecs comme un Jonathan Milan ou un Jasper Philipsen, là clairement ils vont se régaler, quoi. Donc voilà, pareil, pas trop grand chose à dire, petite étape de transition, et puis le lendemain on va attaquer le début des transferts pour se resserrer tranquillement vers le centre de la France, sinon Châteauroux. Je pense qu'on aura un bis repetita de la veille, si ce n'est que l'arrivée semble moins difficile, et donc peut-être là un Jakobsen comme tu le citais ou Tim Merlier auront plus leur chance d'aller lever les bras s'ils sont présents.
Ouais, clairement, ces 2 jours-là, c'est un peu les 2 jours de transition de ce Tour de France, on va dire. C'est peut-être le seul moment où, entre toutes ces étapes un peu dynamiques en début de tour et puis ensuite là, le reste qui va monter, où on va vraiment peut-être un petit peu s'ennuyer parce que là, pour le coup, on a 2 étapes, bon voilà, qui vont arriver au sprint, on va pas se le cacher. Alors Christian Prudhomme nous a dit oui, du vent vers Châteauroux, pourquoi pas, mais le vent, on est toujours, c'est toujours s'il y a du vent, quoi. Toujours est-il que ce que je vois des profils, moi, c'est que les 2 jours de suite dénués de difficultés, donc celui qui a le maillot à pois au soir de Mur de Bretagne, il est sûr de le conserver jusqu'au lundi. Donc moi je trouve juste ça un peu. Alors ça me dérange pas du tout. Il faut bien des moments de repos un peu sur le Tour de France, des étapes où on s'ennuie parce que les coureurs, si on veut qu'ils fassent la course sur certaines étapes, faut quand même qu'ils puissent des fois se reposer sur d'autres. Bon, ceux qui ont des métiers qui leur permettent pas de regarder le Tour de France la semaine, etc. Je trouve ça dommage quand même d'avoir foutu 2 étapes de plat le week-end. Voilà, bon, c'est juste un petit peu Faut aimer dommage. le vélo, quoi. Parce que... Oui, voilà. Enfin, non, aimer, mais hein, là, c'est bizarre. Et puis même pour la diffusion, c'est un choix que je comprends moyennement. Voilà, sur l'agencement sportif, pas de souci, mais bon, sur la diffusion, voilà, le week-end, t'as peut-être envie d'avoir des étapes un petit peu attractives quand même. Tu sais qu'il y aura du monde normalement devant sa télé. C'est un petit peu bizarre, mais bon, je pense qu'ils ont fait avec les contraintes également des candidatures, etc. Bon, voilà. Là, on est vraiment sur les 2 étapes du tour où, à mon avis, on va le plus s'ennuyer. Peut-être qu'ils ont justement prévu de sauver des familles et des couples en disant voilà, le week-end, sortez, faites des trucs avec vos gosses, votre famille, tout ça, parce que voilà, regardez les profils, il vous suffira de 5 minutes ou du résumé pour voir ce qui s'est passé. Ah bah, je te cache pas que je pense que voilà, avec les outils qu'on a maintenant de replay, etc., je ferai sûrement autre chose de mon après-midi. Hein. Ah bah tu vois, ça tombe mal parce qu'il me semble qu'on avait prévu donc sur l'étape 9 une diffusion directe du premier au dernier kilomètre sur Radio Fringale. Venez nous suivre, nous suivre. T'en seras pas de la partie, Titien, d'accord, moi je note. Bon, je te passe la balle, je te passe le micro je te passe le bidon même pour une étape un petit peu plus funky le lundi. Ouais, vraie étape de 14 juillet. Exactement. Alors effectivement, pour ceux qui sont un peu étonnés, d'habitude normalement le deuxième lundi du Tour, pardon, c'est le premier jour de repos. Mais étant donné que ça tombait sur le 14 juillet, ce sera le lendemain, le mardi 15 juillet, le repos, et on aura une magnifique étape pour le 14 juillet. Alors déjà, donc voilà. Première notion à savoir, c'est que on arrivera quand même au bout du 10e jour de course sans interruption. Ça va commencer à piquer dans les jambes des coureurs, même si effectivement ils sortiront de 2 étapes toutes plates, mais magnifique étape du 14 juillet entre Eneza et le Mont d'Or. 163 km, je pense que si on regarde le profil, il n'y a pas 1 mètre de plat. Alors on n'est pas dans une étape de montagne, pour autant on est quand même à plus de 4400 je crois, 4400 mètres de dénivelé, donc c'est quand même très très important, ça va monter, ça va descendre, je peux vous dire que les candidats à l'échappée vont être à mon avis très nombreux, surtout que le lendemain on sera en journée de repos, sur les étapes de montagne, on a bien vu sur ces dernières années que c'est quand même souvent bloqué par les équipes de leaders, donc là c'est clairement une étape à mon avis où je suis grimpeur, j'ai pas d'ambition pour le classement général, je vais devant et j'essaie de gagner cette étape. Surtout, il y a une belle arrivée en bosse quand même, 3 km et demi à 8%. Donc, c'est une belle bosse, ça va être difficile jusqu'au Puy de Sancy. Donc, ouais, ça va enchaîner sans interruption. Ça va être une étape très, très compliquée avec des bosses tout le temps. Ça monte, ça descend, ça remonte. Enfin, voilà. Donc, magnifique étape du Massif Central. Magnifique étape pour baroudeur grimpeur, je trouve. Et puis, même si je pense que les favoris vont pas à parfum. Je vois pas vraiment d'explication de loin, mais sur les 3 derniers kilomètres de Mont d'Or, je pense qu'on aura une sacré concours de watts, comme on dit. Ouais, alors Titien, selon toi, sur l'échelle on a fait une étape pour que Romain Bardet refasse un Tour de France l'année prochaine. À ton avis, on est à combien là ? Écoute, et pourquoi pas Romain Bardet qui s'inscrit pour faire la première étape du Tour, qui gagne sur cette étape et qui prend sa retraite à la journée de repos, ce serait magnifique. Exceptionnel. Non mais non, clairement, elle est incroyable cette étape, et je trouve que ça fait partie de ces parcours en fait qui mettent en avant des massifs où ouais, ben tu vois, un peu comme quand ils étaient venus par chez nous, qu'ils étaient partis de Belfort il y a 2 ans. Oui, c'est clair, vous allez pas avoir des cols de malades, des cols alpesses, mégalons, machin, tout ça, mais en fait on va vous montrer ce qu'on peut faire de mieux dans ces régions-là, en tout cas ce qu'on peut faire de bien dans ces
région-là avec des enchaînements hyper sympas. Je suis sûr pardon que tous les gars qui roulent par là-bas, c'est des routes d'entraînement, c'est des routes où on prend plaisir à aller et où les gens vont être aussi contents de les voir à la télé et tout. Donc ouais, je suis méga content. Et en plus de ça, comme tu l'as dit, hein, l'arrivée au Mont d'Or, enfin c'est quand même 3,3 à 8% de moyenne, enfin avec la petite bosse, les petits 5 km à 6,3 en fin de journée après 10 jours de course, on a vu que ça aura bien bataillé et tout. Non, clairement, il y a moyen que ça frite. Et puis tu vois, il y a quand même aussi pas mal de trucs qui sont pas répertoriés, hein. J'aimerais bien connaître les pourcentages de la petite bosse qui est avant le replat, avant le col de la Croix de Saint-Robert là. Tu vois, celle-là, elle existe pas sur le profil en tant que truc répertorié, mais mine de rien. Non, mais ça va être une journée. Vu la journée ultra exigeante. C'est ça, vu la gueule des autres montées, c'est sûr qu'on est sur 2-3 km à pas loin de 6-7% aussi, ou au moins de 5%. Donc, ouais, non, clairement, ça va être un régal cette étape. Je suis trop content de la voir. Et puis, tu disais, à raison, hein, pour les gens qui, malheureusement, le week-end, ne peuvent regarder le Tour de France que le week-end. Là, pour le 14 juillet, on aura une belle journée sur un week-end de 3 jours. Donc ça fait plaisir. Juste, voilà, partez pas en week-end parce qu'il faudra pas être sur la route pendant cette étape-là. Donc voilà. Ouais, c'est sûr. Et puis bon, vu qu'on a plus de Français aujourd'hui qui jouent les classements généraux du Tour de France, j'espère qu'ils seront tous à l'avant pour ce 14 juillet. Romain Grégoire. On a plein. Voilà, Romain Grégoire, même Lenny Martinez, tous nos grimpeurs français, je les attends moi. C'est vraiment une magnifique étape. Et ça, c'est le genre d'étape en fait que t'as envie, tu sais que t'as envie de passer l'après-midi devant ton canapé parce que oui, t'as des étapes de montagne, on va en voir après, qui sont bien plus dures, mais tu te dis bon voilà, le train de la UAE, etc. Et puis Pogacar qui va, enfin voilà. Ici, non, tu te dis qui va être les coureurs qui vont partir, quels vont être les scénarios, qui vont être les mecs qui vont tenir. Enfin voilà, il y a vraiment tous les ingrédients d'un sacré suspense et d'une étape vraiment où il se passe des choses à chaque kilomètre. Donc c'est vraiment super. Donc très très content de ces. Et puis en plus avant la journée de repos, donc les coureurs ils vont pas se dire faut que je me réserve pour demain. Non, ensuite le lendemain tu fais ta petite sortie d'1h30, tu te reposes la journée, donc tu peux tout donner sur cette étape. Donc bravo aux organisateurs. Bon, et ils ont fait beaucoup de sacrifices puisqu'ils ont fait 2 énormes transferts pour aller juste chercher cette étape dans le Massif Central. Hein. Mais au moins ils ont voilà. Et au moins sportivement, je trouve qu'ils ont réussi le parcours. Les gars, si vous voulez, je prendrai pas l'avion cette année pour équilibrer le CO2 de cette étape-là, mais par contre, vous nous faites une belle étape, je vous le dis. Et Titien, question, le mercredi, cassoulet sur 20, non ? C'est une étape qui sent le cassoulet un peu, non ? Ouais, c'est une étape qui sent le cassoulet et c'est une étape que j'aime beaucoup encore une fois. Bravo aux organisateurs. Moi, j'ai entendu Toulouse. Je me suis dit bon, étape de plaine, sprint. On va voir Antoine Dupont. Et puis en fait, alors vous avez un profil sous les yeux, alors qu'on a trouvé. Hein, alors je pense pas qu'il y aura autant de côtes de 4e catégorie, mais c'est juste pour montrer que ça reste une étape plate et pourtant il y a encore de l'indécision qui est créée parce qu'il y a un enchaînement de côtes là. Alors rien de bien difficile, à chaque fois on est sur des côtes d'un kilomètre 5 à entre 5 et 8%, mais voilà, ça tabasse, ça enchaîne. C'est un peu des sortes de petites étapes que d'habitude on voit sur le Giro, tu vois, l'étape des murs, etc. Alors peut-être un petit peu moins compliqué, toujours est-il qu'il y a quand même un enchaînement de bosses. Qu'on sera déjà en deuxième semaine et puis que surtout à 15-20 km de l'arrivée, là t'as quand même une bosse d'un kilomètre à quoi on est à plus de 10% de moyenne, donc tu vois, ça me fait penser un petit peu un peu moins dur, mais quand même à l'étape qu'a remporté Alaphilippe cette année sur le Giro, avec une grosse échappée qui s'était constituée et en fait c'est des étapes sur lesquelles est-ce que des équipes de sprinteurs vont finalement rouler pour qu'au final, alors oui il y a des sprinteurs qui passent les bosses, mais je suis pas sûr quand même que surtout cette étape-là en première semaine, j'aurais peut-être dit sprint, mais là voilà, c'est pas très dur, mais le terrain idéal pour moi pour que des baroudeurs, voire des punchers arrivent à s'exprimer et à mettre la nique aux sprinters. C'est ce que je veux moi en fait, c'est des étapes où avant de les regarder, je sais pas ce qui va se passer, je connais pas le scénario et donc là je suis très intéressé de voir ce qui va se produire sur cette étape parce que il peut y avoir plein de scénarios et moi si on me demande mon avis à plus du mois de la course, je vois bien une échappée avec des excellents punchers aller se jouer la gagne sur cette étape. Voilà, tu vois, j'allais te dire, l'échappée, on la voit déjà là. Il y aura du Matej Moric s'il est présent, il y aura du Kort Nielsen, il y aura potentiellement Van Aert ou Laporte qui auront eu le droit, ou Benoît qui auront eu le droit d'y aller parce que voilà, allez, t'inquiète, ça ira. Enfin voilà, on va avoir que des gars qui sont capables de passer facilement, des mecs qui ont coché cette étape. Tu parlais d'Alaphilippe,
on va avoir, enfin ouais, clairement. Et je pense que là, si t'as un groupe de 10-15 mecs, elle me fait penser, tu sais, aussi un peu dans d'autres mesures, mais à l'étape qu'avait gagné Moritz, je crois, sur laquelle Laporte fait deuxième, c'était il y a 3 ans. C'est ça, ou 3-4 ans, je sais plus. Ça, mais... ouais. Et tu sais, c'est vraiment l'étape où tu sais que devant, tu vas avoir un groupe de gars, mon gars, même s'ils sont qu'à 1 minute 30 ou 2 minutes devant, ils vont épuiser le peloton en fait. Ils vont l'essorer parce que c'est pareil, derrière tu veux contrôler, mais en vrai, faut que ton gars il soit capable de passer tout ça. Et puis la dernière bosse, elle est qu'à 10 km de l'arrivée. Ça veut dire que, enfin, t'as pas un gros truc encore où tu te dis, bon, ça va bastonner sur le milieu de l'étape, mais on aura 30 bornes à la fin, ou même si les gars ils ont 2 minutes ou 1 minute 30 d'avance, on aura le temps de les croquer. Là, combler l'écart et tout sans faire mal à ton sprinter sur l'enchaînement de boss qu'il va y avoir dans les 50 derniers kilomètres, c'est dur, ça va être dur. Donc ouais, pour moi, ça va être une étape ultra intéressante, même si clairement celle-là, je la mets côté échappée, et j'ai trop hâte de voir quelle échappée va se dessiner avec quel type de coureur. Et j'aime trop, tu vois, quand on a ces mecs qui sont tous à l'avant, là, qui sont dans un groupe de 10-15, que des spécialistes, que des mecs qui ont gagné des étapes, toujours un ou deux petits jeunes qui n'ont pas gagné, mais qui sont dans une belle année, une belle saison, tu sais, on en a parlé comme les gars à suivre et tout. Et t'as cette bagarre à la fois entre l'expérience et les nouveaux qui arrivent, ou le mec, typiquement comme Fred Wright, il y a quelques années, qui est le gars qui cette année va être tout le temps à l'avant, va être méga fort, enfin, tu vois, genre... Clairement, ces étapes, elles sont pour ça, et je suis d'accord avec toi, moi aussi, je les kiffe bien. Eh bah écoute, on espère ne pas être déçus le jour J quand il y aura 2 échappées et le peloton qui roulera derrière non, pour aller amener tranquillement Sauf si le profil, ça se trouve, tu vois, le profil nous a grave menti, c'est beaucoup moins dur que ça. Les côtes, elles non, font je pense 300 pas, mètres. mais je repensais quand on a fait la preview l'année dernière du Tour de France ou sur l'étape qui arrivait cette année. C'est où, tu sais, il y a une étape de première semaine cette année où il y a que Abrahamsen qui est parti en échappée, Oui. et c'est arrivé au sprint. Et nous, on avait dit, ouais, c'est arrivé à Limoges. Mais c'est chez le général de Gaulle, non? C'est pas celle qui arrive à Colombey? Ah oui, c'est à ça, oui, c'est ça, à Colombey les deux églises. On s'est dit, ah bah, ça va partir, etc. Le jour J, j'étais comme un fou, et bon, voilà. Non, mais. Abrahamsen qui était là, allez. Ouais, c'est clair. Mais Coquin est passé pas loin de la victoire ce jour-là. C'est vrai. Mais là, c'est plus cet enchaînement de petites bosses qui me dit que voilà, c'est une étape dynamique dans son final, et je vois très bien un baroudeur puncher aller la gagner. En tout cas, les mecs comme qui le sont lendemain, sur cette étape, ils auront tout le loisir ensuite de se reposer, de manière très active quand même, puisqu'il faudra franchir cette étape, première étape du montagne du Tour de France. Seulement, enfin, déjà, plutôt, j'ai envie de dire, la 12e étape du Tour de France. Donc, ça y est, on a passé la mi-course et on arrive vraiment sur le premier gros morceau, entre Hawk et Otakam, 180 km. Bon, voilà, une étape toute plate dans sa première partie. Puis elle me fait penser à celle du Tourmalet en 2019 que gagne Thibaut Pinot, parce que c'est pareil, on avait le Soulor à gravir, et puis ensuite, le Tourmalet. Ici, il y a le Soulor, une petite remontée rapide par les borders, sachant que le Soulor, déjà, à mon avis, c'est un bon première catégorie, 12 km à plus de 7%. Et puis, cette montée d'Otakam, on s'en souvient, il était encore sur le Tour de France 2022 avec cette image incroyable de Wout van Aert, maillot vert, qui avec Vingegaard dans sa roue, qui dépose Tadej Pogačar, incroyable. Voilà, retour de cette montée d'Otakam qui est très difficile, près de 14 km à 8%. Bah voilà, moi j'aime bien parce qu'en fait, clairement, on va savoir. Moi j'aime bien que la première étape de montagne, ce soit une bonne grosse course de côte comme il faut pour tout faire péter et ouvrir, j'ai envie de dire, la course ensuite. Donc voilà, le Soulor déjà pour mettre un gros tempo, pour écrémer, et puis ensuite gros concours de watts entre les favoris dans la montée d'Otakam, et au soir de cette étape, on saura qui est le plus fort, ou en tout cas qui s'est dégagé pour remporter le Tour de France. Donc voilà, moi ça me va très très bien comme entrée en matière en montagne, très très difficile pour commencer, course de côte assez assumée, donc je suis content. Ouais, je me permets, Titien, je crois que la ville de départ c'est Auch. Voilà, qu'on se fasse pas. Auch. Alors, on sait bien que les gars du Sud-Ouest, c'est pas ceux qui vont le plus râler dans les commentaires si on a mal prononcé, mais dans le doute, voilà, on essaye de faire bien. Ouais, je suis d'accord avec toi, clairement. La montée d'Otakam, trop bien. Le col du Soulor avant, pareil, ça va être. Les deux là, c'est quand même des monstres. C'est quand même des cols. Faut les grimper. En plus, je trouve qu'elle est assez dure, mine de rien, pour que, bien qu'on va en parler juste après, l'étape qui arrive le lendemain, qui va être ultra complexe et sur laquelle on pourrait perdre énormément, mais soit quand même pas escamotée. C'est-à-dire que je me dis dans Otakam, tu vois, finalement, en vrai,
à ce moment-là, t'as eu tellement peu de montagnes avant que tu peux te permettre d'envoyer hyper fort dans Hautacam, parce que si tu mets une raclée aux autres dans Hautacam, tu sais que le lendemain tu seras bien sur le chrono individuel dont on va parler, parce que pour moi elles sont quand même intimement liées. Enfin, ce triptyque pyrénéen est quand même lié. C'est difficile de parler de celle-là sans parler de celle du lendemain. Et tu vois, on en avait parlé cette année de dire ouais, mais on a peur que ce chrono à tel moment il puisse complètement bloquer. On l'avait vu sur le Giro aussi il y a 2 ans, où clairement le chrono final, on sent que ça avait calmé les ardeurs de tout le monde avant. Bah là je me dis de toute façon, voilà, si je suis pas sûr que dans Hautacam les gars ils calculent vraiment, parce que si t'es le meilleur dans Hautacam avec la forme du jour de machin de truc, il y a de Oui, fortes chances que tu sois le meilleur le lendemain sur le profil qui c'est attend. clair. Donc ouais, c'est comme tu dis, grosse course de côte, ça va se tabasser. Et puis ouais, super belle entrée en matière. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, sinon justement je peux faire Non, le tour sur. je suis d'accord avec toi. En fait, heureusement qu'ils ont pas mis une étape très ouverte en ouverture de massif avec 4 cols, parce qu'avec le chrono le lendemain, je pense que personne n'aurait voulu partir de loin. Tandis que là, la course de côte, elle est assumée. On va faire un très très gros tempo dans le sous-lord pour faire mal à tout le monde, et puis on fera péter les watts dans la montée finale, et ça empêchera pas de tout donner sur le chrono le lendemain. Tandis qu'une étape vraiment avec genre, je sais pas, 4 5 cols où on aurait pu se dire ouais, ça pète de loin, etc. Elle est magnifique. Bah, elle aurait été escamotée parce que on aurait attendu le dernier col pour pas se griller avant le chrono. Donc je préfère qu'ils fassent comme ça. Enfin, je trouve que l'agencement est plutôt bon dans les Pyrénées, dans la manière dont c'est fait. Il n'y a pas d'étape finalement qui sera sous-utilisée, je trouve. Tu crois qu'ils nous ont écoutés l'an passé, parce qu'on va parler du coup du vendredi 18 juillet, l'étape 13. Bah voilà, ce retour. Alors, pas qu'ils nous a entendu pour ça, mais qu'ils nous a entendu pour comment du coup ils ont placé l'enchaînement pyrénéen, parce que bah, il y a cette deuxième étape dans les Pyrénées, ce gros contre-la-montre, arrivé à Péragude. Voilà, ça va être fou. Moi, j'ai toujours adoré ces chronos. Ça fait un petit moment qu'on en avait pas eu sur le Tour de France, mais ces chronos en boss, quoi. Je trouve presque, en fait, par contre, dommage qu'il n'y ait pas 3 chronos, parce que j'aurais bien aimé, voilà, celui-là, et puis peut-être un dernier chrono beaucoup plus plat, un peu comme celui de Caen, où on se dit, voilà, on fait dans l'exercice 2 chronos vraiment très plats, et puis un chrono qui, même si c'est un contre-la-montre, ressemble pas non plus complètement à ce qu'on attend de l'exercice d'un contre-la-montre. Voilà, ça va être purement une course de côte pour les meilleurs grimpeurs. Et comme dit, celui qui est le meilleur la veille, il y a de fortes chances qu'il soit aussi le meilleur sur cette étape-là. Je vois pas là dans les grands favoris du Tour des gars qui lâcheraient de ouf sur une étape comme ça. Et je vois pas non plus des grimpeurs supérieurs aux vainqueurs du Tour qui pourraient gagner de ouf de temps sur un chrono comme ça. Mais par contre, je suis grave heureux de retrouver un contre-la-montre, voilà, avec une grosse montée sèche quasiment. On aura un petit peu de plat au début et encore vite fait, hein, pour se mettre en jambes. Et puis derrière, bah voilà, on va faire cette montée qui va être terrible, et où on va se régaler. Et ouais, je pense que ouais, il y aura la bataille ensemble la veille, la bataille ensemble le lendemain, et le jour J ce sera un petit peu à distance, mais ce sera top. Chrono du coup de 10 km,5, enfin 11 km la montée sur Péragude. Ouais, c'est très rare un chrono comme ça, hein. Le dernier vrai chrono de pure montagne comme ça, c'était l'Alpe d'Huez en 2004. Et depuis, il y a eu quelques chronos comme la planche des belles filles, mais qui n'était pas vraiment un chrono en montée, étant donné qu'il y avait une vingtaine de kilomètres avant. Il y en a Puis il y pas a le avec chrono Froome gagné par aussi? Vingegaard en... Je crois pas. Attends, je Il vais y en avait checker. eu un à l'époque de Froome, mais ça montait, ça descendait. C'était pas vraiment un chrono. C'était par la côte Bernardino, il me semble Hmm. aussi. Mais non, là, c'était pas, je crois pas que c'était un pur chrono de montagne. Là, il y a clairement 2 kilomètres de plat, et ensuite c'est un pur chrono de côte. Et en plus, on arrive à Péragude, à l'Altiport. L'Altiport où a gagné Romain Bardet en 2017. L'Altiport où a gagné Pogacar en 2022. Et enfin, on les connaît, ces pentes de l'Altiport. Dans les 300 derniers mètres, tout le monde sera scotché à la route. Donc, on aura des sacrées images de coureurs seuls face à la pente, etc. Pour moi, cette étape, c'est l'étape pivot du Tour. Grosso modo, t'es le meilleur du Tour. Pour moi, avec Otakam et cette étape, t'as 2 étapes pour tuer le Tour. T'as Otakam, tu mets ton premier coup de vis, et ici, tu mets le coup final, et normalement, tu fais très très mal à tes adversaires. On le sait, aujourd'hui, les chronos ces dernières années, ça a toujours fait d'énormes écarts. Dès que ça monte, surtout. On l'a vu avec Pogacar en 2020 à la planche des belles filles. On l'a vu avec Vingegaard en 2023. Voilà, moi, j'attends beaucoup de ce chrono. Tout le monde sera à sa place au soir de ces 2 premières étapes pyrénéennes. On saura qui est les meilleurs. Et je trouve que ça va ouvrir pour la dernière partie de tour, parce que maintenant, les positions de chacune seront préétablies, et il faudra servir des prochaines étapes de manière plus tactique
que simplement un concours de pédalage dans la dernière bosse. Donc, ouais, c'est très bien. C'est chouette de retrouver ça. Voilà. Donc, je pense qu'il n'y aura pas d'ailleurs de changement de vélo hein, pendant ce chrono, puisqu'il y a que 2 kilomètres de plat au début. Donc, ça va être très, 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 très intéressant. Et je vois quand même d'énormes écarts se faire sur ces 2 journées des Pyrénées. Donc, voilà. Au soir de Péragude. On saura très 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 fortement qui est celui qui va gagner ou qui sont les 2 ou 3 grands maximums qui peuvent prétendre encore à la victoire. Du coup, ouais, t'avais raison, c'était pas complètement un chrono en boss, mais Ah, c'était le c'est ça. Salanches-Megève, ouais. Où Ouais, c'est bon, on était ça. quand même plutôt sur un truc montagneux, mais en effet, on n'était pas sur une montée sèche comme on va pouvoir l'avoir ici. Je suis d'accord avec toi. Également, il faudra pas oublier quand même que sur ces étapes-là, eh ben, on reste dans les Pyrénées, on reste sur une période où il fait très très chaud et où clairement, il y a quand même moyen que la chaleur puisse aussi venir jouer sur ces étapes et notamment bah, sur l'étape qui arrive encore le surlendemain. Qui là, pour le coup, comme tu le disais, heureusement par exemple qu'ils ont mis cette étape-là en troisième étape et pas en première étape des Pyrénées, un petit pot Luchon Super Bannière, voilà, un enchaînement bah, de 4 petits cols, hein, rien de méchant, Tourmalet, Aspin, Peyresourde, et puis on arrive à Super Bannière. Une étape où si vous n'avez pas été au top les 2 jours d'avant, alors j'espère que vous aurez des jambes ce jour-là, parce que des fois c'est pas évident de récupérer des jambes, mais en tout cas une étape où on pourrait avoir du mouvement. Ouais, une étape où pour avoir du mouvement, 5000 mètres de dénivelé pour cette étape, donc c'est une des deux plus difficiles, la deuxième plus difficile en termes de dénivelé du Tour de France après une étape alpine dont on parlera après. Bon, très difficile hein, quand même. Je vais pas te cacher que c'est pas mon étape préférée alors elle est très belle quand on la voit comme ça. Après, j'ai un peu peur quand même que la montée vers Super Bagnères bloque un peu l'étape. Je t'avoue que j'aurais bien aimé qu'ils arrivent à Bagnères de Luchon et que la course se décante dès le Tourmalet et qu'ensuite il y ait 2 cols un petit peu moins difficiles, etc. J'ai peur que là, avec le plat avant le Tourmalet, l'échappée soit pas encore partie au moment du Tourmalet et puis qu'ensuite on sera plus sur un schéma habituel. En tout cas, j'espère que cette étape-là sera laissée à des courageux, à des grimpeurs qui vont jouer la gagne. Je sais pas, mais je me dis que dans la façon dont elle est construite, elle est belle, mais elle est facile à contrôler pour une armada comme l'équipe UAE ou l'équipe Visma, parce qu'il y a du plat au début, et puis ensuite, finalement, il y a quand même un peu de vallée entre les cols, donc c'est pas celle qui m'emballe le plus, même si en fait c'est plus en termes d'agencement qu'en termes d'étape, puisqu'elle est très belle. J'ai peur que finalement la spin ce soit pas très très dur et voilà, j'ai un petit peu peur du Tourmalet un peu escamoté côté favori et qu'on attende la montée finale. Toujours est-il que encore une fois, bah, les coureurs ils vont arriver complètement épuisés parce que c'est une étape marathon. On t'enchaîne quand même 4 cols, dont 2 à mon avis qui vont être hors catégorie. Donc, écoute, j'attends de voir cette étape. Enfin voilà. Et j'espère vraiment qu'on aura des. En tout cas, elle va beaucoup compter également pour le maillot à poids, parce qu'il y a quand même genre 4 cols, dont 2 hors catégorie, au moins en première catégorie et peut-être 2 même première catégorie. Donc, belle bataille pour ce maillot. J'ai juste un petit peu peur comme sur l'étape du plateau de Bay qu'on a eu cette année, où Visma a fait toute l'étape à fond, les échappants avaient peu de chance et ça s'est joué dans la montée finale. J'ai un petit peu peur qu'on revive le même scénario, je t'avoue. Ouais, c'est possible. Après, comme dit, ce qui est un peu compliqué, c'est qu'elle arrive vraiment après les 2 autres étapes et j'ai du mal à imaginer un inversement de hiérarchie, tu vois. Je pense que si t'as pas été bon ou que t'es vraiment largué dans les 2 premières étapes, même en mettant du mouvement et tout, ça va être compliqué. Mais après, on sait jamais et ouais, je reste persuadé qu'à partir du moment où potentiellement on a des coureurs qui peuvent être offensifs, sur une étape comme ça, même s'il y a de la vallée ou autre, il y a moyen de faire des choses. En tout cas, comme dit, je suis content de l'agencement de ces Pyrénées. Je suis content de ce triptyque que je trouve vraiment cool. Je trouve que voilà, on aura des profils différents et on aura certainement des courses qui chaque jour vont amener leur lot de surprises et de différences en fonction du parcours. Donc, en tout cas, j'aimerais bien que cette étape, pardon, ne se court pas comme la première étape des Pyrénées et je pense qu'il y a moyen de le faire. Le Oui, dimanche oui, en tout cas, t'as pardon. raison. Il fallait la mettre en troisième et surtout pas en première position, parce que là, on était sûr à 100% que ça aurait attendu la montée finale. Je te passe la balle.
Passe le bidon, Et bah ouais, passe le gel. et pour une belle étape, bon, cette fois-ci, voilà, ce week-end-là, entre l'étape de Bagnères de Luchon et puis cette étape de Carcassonne, là, vous devriez pas faire de sieste, puisque, pareil, on aurait pu se dire, ça y est, on sort des Pyrénées, étape de transition, Muret, Carcassonne, 170 km, et moi, je pensais que ce serait une étape pour sprinter, et je ne pense pas. Et non. Je pense qu'on va avoir une belle étape pour baroudeur. Pourquoi? Parce que, alors, l'étape n'est pas extrêmement difficile en tant que telle, mais il y a deux petites côtes. Alors, rien de bien méchant. Il y a une première côte de plus de 10 km, 11 km quand même. Alors, à 4%, ça va mettre personne dans les cordes, mais ça va être difficile pour une équipe, avec notamment toutes les équipes de sprinters un petit peu rincées, sortir des Pyrénées, de gérer ça. Et puis ensuite, surtout, il y a cette côte du pas du 100, 3,2 km à 9%, et surtout une côte très très difficile. Je vois pas comment les sprinters vont pouvoir gagner cette étape. Et puis après le pas du 100, surtout, encore une dizaine de kilomètres de faux plats montants, etc. dans les 4%. Puis une descente en palier, et puis on sera déjà à 10 km de l'arrivée à Carcassonne. Donc je vois une étape pour baroudeur. Voilà, clairement une des grosses occasions. Il y en a sur ce tour, mais il y en a pas tellement. Si vous êtes un pur baroudeur, que vous n'êtes pas un grimpeur, que vous n'êtes pas un sprinter, etc., c'est une des étapes qu'il faut cocher, parce que je pense qu'elle sera pas contrôlée ni par les favoris ni les sprinters. Donc on devrait voir plein de coureurs différents. Tu vois, je pense à des profils comme des Victor Campenars, des Romain Grégoire, des coureurs comme ça. Enfin, il y a plein de coureurs qui peuvent briller là-dessus. Donc, encore une étape très ouverte, mais je vois une grosse échappée se constituer, aller se jouer la gagne à Carcassonne. En tout cas, on compte sur la réalisation pour pas foutre une seule caméra dans le peloton, sauf en cas d'accident ou quoi que ce soit. Parce que là, clairement, la bataille, selon moi, je suis assez d'accord, elle va être devant. Et il y a moyen qu'on se régale. Et en plus, c'est bien pour une étape de dimanche. Tu vois, à la fois, t'as besoin d'être devant ta téloche, et en même temps, si tu fais un barbecue avec les copains ou quoi que ce soit ou machin, t'es pas non plus obligé d'avoir le nez braqué dessus. Ça va se batailler devant. Va y avoir des petits groupes qui vont se détacher, d'autres qui vont revenir. Enfin, on les connaît. Voilà, c'est ces étapes de transition pour baroudeur. Et là, je trouve le profil parfait. À la fois, même si pour que tu vois ce soit pas non plus 100% pour un mec qui va grimper même à l'avant, tu vois, je veux dire, mais que ça reste assez quand même, avec les gars qui vont peut-être pouvoir anticiper, tu vois, partir sur le plat avant, ce pas du sang comme tu disais qui a l'air ultra difficile, et puis voilà, derrière c'est quand même un petit peu moins compliqué. Enfin bref, j'ai hâte de voir ça. Et bon bah voilà, Peyo Bilbao va gagner, quoi, je vous le dis, si s'il est plus dans le classement général, elle est pour lui, celle-là. Ouais, en tout cas, voilà, on devrait pas s'ennuyer devant notre télé. Et moi, je sais ce que je veux. Je veux plein d'étapes où je sais pas ce qui va se passer et où plein de coureurs différents peuvent gagner. Alors voilà, on le voit, hein, dans cette ère où il y a des mecs qui vont chercher 6 étapes sur le Giro, 6 étapes sur la Vuelta. C'est important, je pense, pour nous les suiveurs, pour garder la flamme, d'avoir des étapes ouvertes où il y a plein de nos chouchous qui peuvent s'imposer. Donc très très content que ASO propose une étape comme ça. Et puis on se rend compte que finalement, les sprinters, bah, sur cette deuxième semaine, normalement, ils devraient avoir peanuts. Donc les pauvres, il va falloir, heureusement qu'on leur a gardé des étapes pour la troisième semaine, parce que finalement, entre la première semaine, beaucoup d'étapes puncher, et cette deuxième semaine, il va falloir qu'ils s'accrochent, parce qu'ils sont pas tant gâtés. Et on passe à la troisième semaine, si ça te va? Tout à fait. Eh ben, écoute, après une journée de repos à Montpellier, on partira de cette belle ville du Sud pour aller au Mont Ventoux, le retour du Mont Ventoux. La dernière arrivée au Ventoux au sommet, tout au sommet, c'était en 2013, remporté par Froome. Ensuite, il y a eu 2016, il me semble, mais ils n'étaient pas allés au sommet. C'était Degan qui avait gagné, mais à cause de fort vent, là, c'était l'étape où Froome avait perdu son vélo, là, il me semble, et courait à côté des spectateurs. Et puis ensuite, on est repassé au Mont Ventoux en 2021 sur cette étape gagnée par Wout van Aert, mais on n'arrivait pas au sommet. Donc ça fera 12 ans que le Mont Ventoux, et si on arrive cette fois-ci à aller tout en haut, n'était pas arrivé jusqu'à son sommet. Donc moi, ça me fait trop, trop plaisir, parce que pour y avoir mis les roues l'été dernier, c'est une magnifique montée. C'est une montée sans pareil, qui va être abordée en pure course de côte. Donc ça va piquer, hein, pour reprendre cette troisième semaine. Je crois que c'est Iban Mayo qui détient le record du Mont Ventoux, en 55 minutes, quelque chose comme ça. Je te l'annonce, le record va être battu, parce que ils vont arriver très frais au pied du Ventoux. Vu les fous furieux qu'on a actuellement, qui battent les records, je sens qu'on va avoir une explosion de watts dans cette montée. En tout cas, voilà, ce sera ce qu'on a habituellement dans le Mont Ventoux, un combat d'homme à homme.
Et mine de rien, on est passé à Hautacam, là où Pogačar s'était fait décrocher par Vingegaard. Là, on Tout arrive à maintenant fait, au Mont oui. Ventoux, où Pogačar s'était pris également une petite quarantaine de secondes dans la vue en 2021. Et puis peut-être qu'après, on en reparlera. Mais on arrive sur... en tout cas, moi, je vois le storytelling commencer à se poser avant ce Tour de France. Est-ce que Pogačar va vaincre ses démons? Au contraire, est-ce qu'il va continuer à plonger dedans? Enfin bon, voilà. Non, mais grosso modo... c'est marrant, on Ah, a mais mis t'as tout beaucoup à de fait montées raison. où Pogačar, l'actuel coureur qui domine le cyclisme, a su. Enfin, d'ailleurs, en fait, on a mis sur ce Tour de France les 3 ascensions où il a connu ses plus grosses défaillances. Donc, est-ce que cette fois-ci, il arrivera à dompter le Mont Ventoux? Je sais pas ce que tu en penses, toi, de cette étape du Ventoux. Ah, il nous manque un petit granon quand même, non, pour qu'on ait Il tout. manque un granon, c'est vrai, il manque un granon, on peut pas tout avoir. Bah écoute, moi déjà j'adore le Ventoux, hein, voilà, j'enfonce une porte ouverte, mais en tant que fan de vélo, bah que veux-tu? Je Je suis t'invite à venir mettre tes roues dessus, je sais pas si tu l'aimerais autant. ouais, j'entends, mais je cours et je nage plus en ce moment, et voilà, malheureusement, Ah, j'ai mis un petit peu le vélo de côté pour le moment, mais non, clairement, et puis c'est surtout qu'on a un Ventoux, voilà, c'est fini les gnognottes de double ascension du Ventoux, ça finit en descente, tout ça, non. Le Ventoux, c'est comme l'Alpe d'Huez, c'est une montée, on y arrive, voilà, c'est comme ça, c'est tout, on arrête les trucs un peu compliqués. Moi aussi, je fais un peu mon traditionnaliste, là, mon vieux con pour terminer. Un Ventoux, ça se monte par bédouin, c'est une seule ascension, et puis voilà, quoi, on essaye de se cartoucher le plus possible jusqu'au sommet, et puis voilà, je pense que c'est ce qu'on va avoir. Je suis très content de le retrouver, et je me faisais la réflexion d'ailleurs un peu comme toi, là, tu parlais du storytelling, Pogacar va-t-il vaincre ses démons? Bah ouais, clairement, il y a un peu de ça. Et ouais, même si voilà, il y aura 150 km où bah, l'échappée va prendre un peu d'avance et on saura très bien comment ça va se terminer. Bah moi, je kiffe aussi les arrivées au sommet, courses de côte comme ça. Je trouve que ça fait aussi partie du Tour de France et je suis content que le Ventoux soit abordé comme ça. tout à fait. Eh ben, écoute, je te propose qu'au lendemain du Ventoux, on va aller très vite sur l'étape Bolène-Valence, hein, du mercredi 23 juillet. Si vous êtes sprinter, vous allez être content de retrouver cette étape alors même s'il y a deux, trois petites difficultés en milieu d'étape, pour le coup, il y a rien d'insurmontable. Moi, je sais pas ce que tu en penses, mais je vois enfin, après au moins 10-12 jours où on les aura plus vus, le retour des sprinters sur le tour pour leur avant-dernière chance. Bah, tu vois, si ça avait été un autre parcours du Tour, je t'aurais dit celle-là, elle est clairement pour les baroudeurs. Tu sais, les mecs qui baroudent mais qui roulent fort, les gros gaziers, Mhm. quoi. Là, comme tu l'as dit, il y a tellement peu d'opportunités pour les sprinteurs d'aller la gagner que il y a un moment, ouais, celle-là, si tu la coches pas, enfin voilà. Mais par contre, il faudra quand même la C'est le contrôler, hein. lendemain que tu gagneras si t'es sprinter, donc oui, il Exactement. faudra la contrôler, mais je pense que le profil est un peu trompeur, il y a beaucoup de faux plats montants. Oui. Ouais, Mais tu sais, on les connaît ces étapes où pareil, hein, t'as juste des gros mollets qui partent à l'avant. Bon, eux, ils en auront peut-être eu assez des autres étapes qui sont quand même un peu plus tournées baroudeurs, mais il faudra quand même contrôler, même si, comme tu dis, je pense que voilà, entre les 40 bornes qu'il y a après la dernière difficulté recensée et Valence, ça devrait suffire au peloton pour rentrer sur les gars qui sont devant, même si on a. Mais tu vois, je vois quand même un groupe récupéré dans les 2-3 derniers kills, quoi, à mon avis, hein. eh ben, c'est tout ce qu'on espère, hein, sur une étape comme ça, parce que Tout à sinon fait. ce sera la sieste. Mais vu ce que tu vas nous présenter après, il ferait bien de se reposer sur cette étape, les coureurs. Ah, je prends le micro pour vous annoncer, voilà, une petite étape alpestre comme on les aime. Alors, on va faire 171 km, ça part col du Glandon, ça redescend par la Chambre, ça repart tranquillement pour le col de la Madeleine par Saint-François-Longchamp, ça redescend tranquillement, et puis là, on se dit, bon, bah, on a déjà bien bossé, Titien, qu'est-ce que t'en penses? On tourne à droite et on rentre à la maison? Non, messieurs, dames, direction Courchevel, col de la Lose. 26 km,2 à 6,5% pour une arrivée à 2300 mètres d'altitude. Bah voilà, hein, une étape où clairement on parlait de l'altitude, des difficultés, des grosses étapes de montagne, tout ça. Bah je pense que là on a clairement une étape de montagne que si on a envie de faire un Tour de France sur Pro Cycling Manager qu'on veut gagner avec un grimpeur, il faut la mettre dedans. Donc voilà. Et puis on arrive en Savoie, le plus beau département de France. Donc que dire, vous l'entendez dans ma voix, j'en suis ému de joie de voir que sur mes terres, on risque de se régaler. Et puis je suis aussi content de me dire que tu vois, euh,
Sur un Tour de France où les états de forme vont changer, et ben comme on l'a dit, celui qui est fort dans les Pyrénées, il y a de fortes chances qu'il se fasse pas chatouiller, quoi, au vu de l'enchaînement, 3 jours consécutifs, tout ça, voilà. Par contre, après, à la petite pause d'un jour, tranquillou, un petit jour de repos, mon Ventoux, peut-être que là, les formes peuvent commencer à s'inverser. Et puis là, clairement, s'il y a un inversement pardon, de courbe à faire, bah, c'est le moment. Voilà, c'est là, c'est dans celle-là. Là, il faut reprendre du temps si on est derrière. Et si on n'en reprend pas là, il y a des chances que le Tour de France soit plié. Ouais, bon, quand on s'appelle Pogacar, les courbes de forme, on connaît pas trop. Mais On les a pas connus cette année, mais on l'a déjà vu moins Pourquoi bon pas. les années précédentes, Titien. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et puis toutes les années ne se ressemblent pas, évidemment. Donc nous on prend le parcours tel qu'on le voit et moi je prends cette étape telle que je la vois et elle est, je sais pas, j'ai pas de mots, elle est monstrueuse, gargantuesque. 5 500 mètres de dénivelé, c'est sûrement une des étapes de montagne depuis que je suis le vélo. Et ça fait quand même un paquet d'années maintenant que je vois qui est c'est une des plus difficiles étapes que j'ai vues. C'est trois monstres, hein, le Glandon, Madeleine et Loz. Surtout la Madeleine par la Chambre. Enfin, c'est 8% pendant vraiment 20 kilomètres, quoi. C'est des monstres. C'est des monstres. Alors, on prend pas la Loz par Méribel, donc l'ascension est moins difficile, mais on reste sur une ascension de 26 kilomètres. Et puis les 3 derniers kilomètres en palier qui vont être horribles. Enfin, non, c'est une étape qui va se jouer énormément sur les capacités d'endurance, enfin vraiment de résistance. Je vois d'énormes écarts. Le Glandon, oui, pourcentage moyen 5%. Il y a deux redescentes dans le Glandon. La moyenne, sinon, c'est 8-9%. Non, c'est monstrueux comme étape. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu une étape aussi compliquée, je trouve, sur un Tour de France. Clairement, pour moi, elle sera pour les favoris. Celui qui gagnera cette étape, ce sera le plus fort du Tour de France. Non, rien à dire, c'est que voilà, hein, c'est une étape de montagne comme on les aime. Trois hors catégorie, trois monstres. Ouais, j'aimerais pas être à la place des coureurs parce que pour ceux qui vont devoir nos pauvres sprinters là qui auront peut-être brillé la veille, bah ce jour-là, à mon avis, ça va couiner un peu et on va prier pour que les délais ne soient pas trop resserrés. Voilà, c'est pour moi l'étape la plus difficile, l'étape reine de ce Tour de France, tout simplement. Je suis totalement d'accord avec toi et je trouve ça aussi. Alors, j'aime bien l'étape du lendemain. Je trouve ça dommage qu'on ait autant de descente slash vallée entre le Cornet de Roseland et la Plagne. Donc étape qui part d'Albertville, qui arrive à la Plagne, étape qui va être assez courte. Qui pourrait, au vu de son parcours, favoriser bah voilà, un petit peu les attaques de la dernière chance, la dernière tentative pour aller s'imposer. Malgré tout, alors oui, si, ça reste quand même assez difficile. On a un enchaînement du coup. On a la côte d'Héry sur Ugine. Ensuite, on enchaîne par le col des Saisies. On redescend sur Beaufort. D'ailleurs, n'oubliez pas, le Beaufort c'est meilleur que le Comté. Hein, je le dis aux personnes qui ne le sauraient pas encore. On remonte sur le col du Pré. Ensuite, barrage de Roseland. On arrive au Cornet de Roseland. Ça redescend. Et puis là, voilà, on a cette espèce de descente vallée où on va arriver tranquillement jusqu'à M. Et puis une fois qu'on est à M, bah, on monte en direction de la Plagne. Voilà, il y a presque 30 km entre le sommet du Cornet de Roseland et l'arrivée à M. 30 km qui pourraient peut-être un petit peu casser les velléités des personnes qui auraient besoin d'attaquer, mais malgré tout, on va quand même être sur une étape où ça va beaucoup grimper. Avant ce moment-là, il y aura moyen d'esseler potentiellement quelqu'un, un leader, si jamais on veut tenter un coup d'équipe, ou voilà, on ne sait pas. J'aime bien cette étape aussi. Je suis content qu'elle fasse que 130 kills et je pense qu'elle va être nerveuse et rapide, surtout s'il y a encore quelque chose à jouer. Et puis voilà, la montée vers la Plagne, bah, on est quand même sur du presque 20 bornes à 7%, hein, 19 km,1 à 7%. Donc c'est pareil, hein, ça va pas être là pour rigoler. On arrive à plus de 2000 tout juste, mais ouais. Non, très belle étape pour terminer les Alpes. Et comme dit, je pense que même si voilà, il y a cette espèce, j'aurais préféré qu'on ait peut-être 10 kills de moins là-dedans. Ou bah après, on peut pas inventer des routes et des parcours, mais ouais, j'aurais préféré un enchaînement un peu plus court sur la fin pour vraiment avoir une étape où on se dit, allez, il y a 130 km, là ça va monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. S'il faut tenter un truc pour aller remporter le tour, c'est aujourd'hui. Donc voilà. Mais très belle étape entre Albertville et La Plagne. Bah écoute, c'est bien l'étape sur laquelle on va être en désaccord. Tu me connais, hein, faut bien que je distribue mon traditionnel carton rouge au parcours du Tour de France qui est vraiment très beau, mais je n'aime pas du tout cette Alors étape. pourquoi? Je ne comprends pas ce qu'elle fait en lendemain
c'est quoi cette arrivée de 20 km à 7% à la plagne? Mais qui va bouger avant? C'est trop dur, c'est trop dur. Et on a, sur ce Tour de France, on a 6 étapes de montagne, 6 arrivées au sommet. Non, là, pour moi, c'est l'étape de trop. C'est la dernière étape de montagne du Tour de France. C'était l'occasion de créer une étape ultra dynamique qui arrive, enfin là, la montée de la plagne, elle va bloquer la course. C'est un monstre, cette montée, hein. Je Alors, sais pas, c'est parce pas des que... pourcentages à prix au lent, mais 20 km, mais Non mais si ok, mais si tu dois tout tenter, mec, autant qu'il y a un parcours dur, tu vois. Mais autant créer un parcours pour ça, tu vois. Enfin, non, là, j'avoue, je suis pas. Pourtant, le début d'étape est plutôt bien, l'enchaînement est bien, mais cette montée finale est trop dure. Pour moi, il fallait une étape tremplin, tu vois. Tu vois, j'adore sur le Giro quand t'as des Finestrés et qu'après tu finis à Sestrières parce que t'as ce monstre le Finestré et t'as cette montée beaucoup plus simple de Sestrières, ce qui t'amène à attaquer, enfin, à pas attendre la montée finale, etc. Là. Je trouve ça vraiment dommage d'avoir mis la montée la plus dure du jour en montée finale. Non, clairement, j'avoue, je suis pas fan de. Enfin, ok, les étapes d'avant, on a des parcours très durs, on finit par des cols très difficiles, ça me va. C'est Tour de France, il me convenait très bien. Il y avait cette occasion ici de mettre pour en sortir des Alpes une étape ultra dynamique qui aurait pu permettre aux coureurs de se dire bah voilà, si je veux tout tenter, il faut que je parte de loin, etc. Ouais, non, là, enfin, on l'a bien vu cette année, tous les coureurs sur les 2 dernières étapes de montagne du Tour de France. Là, il s'est rien passé avant la montée finale parce qu'on avait des montées finales monstrueuses. Ouais, parce que c'était presque, ouais. Ouais, pardon. Oui, mais parce qu'aussi, ça allait tellement vite que tu voulais pas risquer de te griller avant la montée finale qui te faisait peur. Et j'ai un peu peur là que je m'appelle Tadej Pogacar. Moi, si j'ai mon niveau de 2024 et que mes adversaires ils ont le même niveau, je remporte toutes les étapes de montagne haut la main en faisant rouler mon équipe. Je trouve ça, ouais, je suis pas fan. J'avoue, j'aime bien tout jusqu'au Cormet de Roseland. Je trouve que ça devient redondant en fait. On arrive en haut à Otakam, on a ce contre-la-montre en côte, on arrive encore en haut à Super Bagnères, on arrive encore au sommet au col de la Loze et on arrive encore au sommet à la plaine. J'aurais aimé une étape format plus dynamique où on arrive en plaine. Je trouve que là c'est la redondance, c'est bien c'est vraiment la seule étape qui me gêne sur ce parcours, mais je l'aurais préféré autrement. J'aurais préféré une étape plus dynamique avec 3-4 cols, des enchaînements, etc. Et plutôt un col difficile, le col le plus dur en début d'étape pour faire péter la course de loin. Là, ça pousse quand même beaucoup à l'attentisme et cette vallée en plus entre le bas de la Roseland et la plaine qui va permettre à une équipe de mastodontes de faire rouler, de reprendre beaucoup de temps à une échappée qui serait devant. Puis cette montée de la plaine qui est quand même très difficile, certes, mais très peu irrégulière, avec beaucoup de, enfin voilà, qui va permettre à une équipe et un rouleau compresseur de tout faire péter. Mais tout aura pété avant j'aime la pas plagne, cette étape. Titien. On espère, mais voilà. Enfin, si je te donne mon avis, Ouais, c'est bien sûr. que c'est vraiment l'étape que j'aime le moins. Non, ben moi en fait, pour revenir globalement sur ce que tu disais, j'ai un peu l'impression que les gars qui ont fait le tour là, ils se sont dit, là, on a 2 coureurs exceptionnels qui sont Vingegaard et Pogacar. Cette année, Vingegaard était un peu moins dedans et Pogacar était intouchable. J'ai presque l'impression qu'ils nous ont sorti des fagots. Alors, quand même, rajeunis, parce que, comme on l'a dit, il y a beaucoup d'étapes de transition qui vont pas juste être toutes plates où on se fait chier, mais un parcours Tour de France old school. Tu vois, les étapes Oui, arrivent non, au mais sommet, les cols sont méga durs, on vous met même un chrono en montée, on vous met même un chrono tout plat où il faudra quand même savoir rouler et tout. Et genre, un peu pour savoir, parmi vous, là, ces 2 gros monstres et tout, on vous a fait des parcours un peu différents les années précédentes avec des trucs à droite, à gauche, la montagne au début, puis plus de montagne, puis on revient en montagne, puis des chemins blancs, puis des pavés, puis des machins, puis des trucs. Là, on vous refout dans les pattes, genre un Tour de France, tu vois, si t'enlèves le fait que les étapes de transition soient un peu bosselées, on est vraiment sur un parcours typical Tour de France à début des années 2000, quoi, tu vois. Alors, des cols qui se sont rajoutés depuis, pardon, on montait pas la Lose à l'époque, mais les grosses montées, des gros massifs, des trucs ultra difficiles. Bien évidemment, ça arrive en côte parce que hors de question que ça arrive en descente, sinon c'est triché. Et cette dernière étape, pour moi, elle est complètement là-dedans, avec aussi ce côté de mec, t'as 1 minute 30 de retard au départ de cette étape-là. Elle fait que 130 bornes. Oui, les 20 derniers kilomètres sont hyper difficiles. Oui, il y a 20 km de descente et 10 km et 15 et 15 km de plat et de descente avant la dernière montée. Mais gros, t'as tout ce qu'il faut avant pour attaquer, essayer de tout faire péter et presque arriver en tête à tête
à la plagne, ou alors avec un ou deux équipiers ou un ou deux challengers qui ont réussi à s'accrocher, quoi. Donc c'est vrai que cette dernière montée pourrait bloquer la course, et d'un autre côté, l'étape est aussi assez dure pour que cette dernière montée Ah puisse bah, être un c'est juge très de dur, paix, hein. quoi. Ah oui, oui, l'étape, elle fait 4500 mètres de D+, donc elle est très, très dure, hein, en 130 kilomètres. Donc ça, j'ai pas de souci avec la difficulté. C'est plus que moi, je t'avoue que c'est quand même enfin, ça favorise quand même aujourd'hui enfin, en fait, aujourd'hui, on a des coureurs qui sont vraiment au-dessus du lot, avec des équipes qui sont au-dessus du lot. Hmm. Et moi, je t'avoue que, alors c'est ma sensibilité aussi, mais voilà, surtout depuis cette année, alors rien ne dit que l'année prochaine sera la même chose, mais je m'intéresse un petit peu moins, au très, très haut du classement général, quoi. Ouais. Moi, mon intérêt, il va plutôt aller dans des coups de mes petits chouchous, dans les coureurs que je suis ou dans d'autres types de coureurs, d'autres types de combats, etc. Et mine de rien, moi, enfin, j'étais content que Carapace aille chercher son étape, tu vois, en grimpeur cette année. Et je trouve quand même que quand t'es grimpeur et que tu gagnes et que tu joues pas le classement général, bah, ça va quand même être très difficile d'aller chercher une étape de montagne. Franchement, c'est pas le chrono en côte que tu vas gagner. Au Takam, il y a beaucoup de plats avant, ce sera pour les favoris. Je vois vraiment celle de Bagnères de Luchon au mieux qui arrive à Super Bagnères là pour les Hmm. baroudeurs grimpeurs, mais je trouve que ça favorise quand même les énormes armadas et les énormes coureurs qui savent envoyer des watts de fou qu'on a aujourd'hui. Et alors, c'est très bien, moi, et j'ai pas de souci avec Pogacar par exemple, mais c'est sûr que bah, quand tu domines le Tour de France, moi je m'intéresse un peu moins à. C'est très bien qu'il gagne, hein, mais je m'intéresse à la course qu'il y a derrière. Et voilà, je trouve que ça, c'est un parcours qui est aujourd'hui, moi je suis Pogacar avec l'équipe que j'ai, je me dis bah le parcours il est parfait, je vais reprendre du temps à tout le monde en première semaine et puis en plus toutes les étapes de montagne, bah, je vais gagner les 6 arrivées en boss quoi. Donc c'est plus ça là. J'aurais bien aimé, tu vois, une étape un petit peu ouverte, hein. Toujours est-il que là on a 2 étapes de montagne de suite dans les Alpes qui sont très très difficiles. Pour moi ils vont arriver complètement rincés les coureurs. Et du coup, entre Nantua et Pontarlier, même si c'est une étape sur laquelle potentiellement les sprints... Non, ce sera une étape pour les Ah non. baroudeurs, voilà, je vous le dis. Ah, j'adore. Ah, j'adore. Mais moi, mon rêve au début de cette étape-là, c'est, alors, ça va sûrement pas se réaliser, c'est, il y a 5 secondes d'écart entre les deux premiers du général. Et là, Oui, ce serait, non, oui, mais oui. franchement, Non, mais ce oui, serait oui, vraiment clairement, trop ouais, bien. clairement. Parce que, non, mais en fait, voilà, et moi, je m'intéresse peut-être un peu moins en général, bah, du coup, j'ai envie de voir plein de coureurs aller tenter leur chance. Et là, je peux te dire que la bagarre pour prendre l'échappée, ça va être un truc de fou. Ça va être vraiment une étape de fou, je pense. Alors, pour le général, il va rien se passer, sauf encore une fois s'ils sont à 5 secondes d'écart. Mais par contre, ça va être une étape. Et puis, cette côte là, un peu pivot au milieu de l'étape de 4 km à 9%, qui devrait tout faire péter à l'avant de la course, on peut avoir une étape Puis incroyable quoi, en termes de coups, de baroudeur, de puncher, etc. 188 km quand même, hein. C'est pareil, hein. Alors Ouais, voilà, non, bon, c'est que non, pour ces c'est gars-là, trop, mais trop, enfin, trop une bonne idée. tout à fait, J'adore. avant-dernière étape, va falloir se les bouffer, presque 190 kills. Comme tu l'as dit, mine de rien, des petites ascensions, dont une petite ascension de 3,6 km à 9% au milieu qui va bien piquer dans les jambes, notamment pour la bataille. Et puis comme tu le dis, on sait jamais. Même si moi aussi je pense que ça va pas être, ce sera plus serré à ce moment-là au vu de ce qu'on a avant, mais on sait jamais. Et voilà, c'est une étape qui pourrait permettre un petit peu de spectacle. Mais en tout cas, ouais, il y a tout ce qu'il Ah faut au ouais, début pour trop pour prendre bien. l'échappée et tout. Ouais, on va se régaler, c'est clair. Bah, moi, je préfère ça que Pogacar qui va chercher sa quatrième. Enfin, on met encore une Tout étape à de fait. montagne et Pogacar qui va gagner encore son étape, le même scénario. Non, non, mais là, ça va laisser la place à plein de coureurs de s'exprimer. Ça va être trop, trop bien. De la montagne, il y en aura eu avant pour faire la différence. Bah, je dis ça parce que je pense qu'il y en a pas mal qui vont râler de ne pas avoir une étape décisive en avant-dernière étape. Bah voilà, il y aura eu tout ce qu'il faut avant. Nous, on a envie de s'éclater aussi à suivre plein de coureurs, plein de coureurs qui ont pas encore gagné, qui ont le couteau entre les dents, etc. Voilà, c'est super comme étape, une étape longue, accidentée sans être trop accidentée, ouverte à plein de profils. Je suis, comme beaucoup sur ce Tour de France, je suis vraiment fan. Et puis on arrive tranquillement sur Paris, Titien, je te rends la main pour l'étape finale, parce que le profil est technique à décortiquer, hein. Voilà, effectivement, on pourrait l'appeler l'étape où tout va se jouer. Oh non, bon, bah, le traditionnel défilé vers les Champs-Élysées, ça, moi, ça me fait plaisir aussi. Oh, voilà, enfin, j'étais un peu déçu là. Alors, bon, ça se comprenait, on arrivait à Nice, mais les sprinters, mine de rien, c'est des coureurs qui ont leur place à part entière dans le vélo. Ils vont se battre comme des fous, notamment pour passer les étapes très très difficiles qu'on va avoir cette année. Mine de rien, sur un Tour de France où on a 10 jours de plaine, bah, j'ai compté, pour moi, il y aura 6 étapes pour sprinter environ. Donc, ce qui est
quand même conséquent, mais ce qui est pas non plus incroyable. Je crois Non, qu'on en ouais, a ouais, plus cette clairement. année. Donc voilà, ils se sont accrochés jusqu'au bout. Avant ça, sur 10 jours avant, ils auront une occasion. Donc je suis content qu'il y ait ce traditionnel moment un peu festif du Tour de France, ce sprint royal, le plus beau sprint de l'année sur les Champs-Élysées. Donc voilà, étape habituelle, 120 km, champagne, photo, etc. Et puis une dernière heure assez intense pour aller sacrer un sprinter et le dernier maillot vert de ce Tour de France. Puis du coup, la première et la dernière pour les sprinters, c'est cool, quoi. La boucle est bouclée, Ouais, voilà, on ouais, c'est rentre à la ça, maison. c'est exactement. Et puis ça récompense encore une fois, le courage de mecs. Et c'est pas les mêmes sprinters qui gagnent en début de tour ou à la fin, parce que il y a des mecs Ils plutôt seront endurants qui essorés. vont se bonifier au fur et à mesure des. Non, mais Jordi Meeus a gagné il y a 2 ans. C'était pas du tout le plus rapide du Tour de C'est France. clair. Simplement, il a sûrement beaucoup mieux récupéré que les autres. Et ce jour-là, il a su saisir sa chance et gagner aux Champs-Élysées. Donc, moi, je suis content. Moi, j'aime bien cette étape. Un peu, c'est la fin du Tour de France et le champagne. Et puis en plus, il y aura le Tour de France Femmes qui va suivre cette année. Ça reprend l'ordre reprend ses droits. Donc voilà, ça va être sympa pour conclure ce Tour de France. Bien écoute, Titien, il va être l'heure maintenant pour nous de donner une petite note à ce Tour de France. Voilà ce qu'on en pense, si ça te dérange pas. Bah écoute, je vais commencer. Je te propose qu'on Vas-y. note ça sur 10 et qu'on dise voilà, presque ce qu'on préfère et ce qu'on aime le moins. Moi, écoute, je vais partir sur un petit 8,5 sur 10. Un petit 8,5 sur 10 parce que j'aime énormément ce parcours. Comme dit, il y a deux choses qui m'emmerdent un peu. C'est voilà, ce que tu disais tout à l'heure et assez très justement, c'est ces grands transferts pour lesquels voilà, je vais enlever. Je vais donner le détail de ma note. Je n'ai pas peur de le faire. Je vais enlever un point, voire un demi, voire un point. Voilà pour ça. Deuxième chose, et là c'est parce qu'on est quand même sur du 8,5 sur 10, donc j'imagine l'excellence du parcours. Ce petit chrono cancan, j'aurais bien aimé qu'il fasse 40 kills, voire 45 kills, tu vois. Ça me manque quand même, et notamment quand je vois un profil comme Remco, je me dis, bah ce gars-là, peut-être que c'est sur un chrono de 50 bornes qui pourrait prendre du temps pour aller jouer, enfin voilà. De toute façon, pour moi, derrière Pogacar et Vingegaard en grande forme sur un chrono tout plat, c'est even, donc j'imagine pas l'un vraiment mettre une pâtée à l'autre. Et puis peut-être pour permettre aussi à des coureurs qui sont vraiment des gros rouleurs, type des Ghana, des machins, des trucs, d'avoir encore plus de chances de s'imposer. Donc ouais, j'aurais bien aimé que ce chrono à Caen soit un petit peu plus long. Et puis bah par contre pour le reste, clairement bah voilà, je suis ultra hypé. Donc voilà pourquoi j'enlève un point et demi sur ce parcours et qu'on est sur un petit 8,5 sur 10. Je suis content des ascensions. Je suis content d'avoir la Lose parce que voilà, c'est un col qui a fait son apparition il y a pas trop longtemps, mine de rien, mais qui est tout de suite rentré comme un monument. Je suis content à titre personnel aussi des régions par lesquelles on passe parce que, alors on passe pas par enfin pas vraiment on va dire parce qu'on arrive quand même à Pontarlier, mais par notre Franche-Comté, voilà, on n'aura pas trop l'occasion nous de voir passer les coureurs cette année, mais on a quand même été un petit peu vernis sur les dernières années. Et puis malgré tout, voilà, je suis content qu'on retourne dans l'ouest de la France parce que voilà, il y a des super routes là-bas. Je trouve qu'elles sont ultra bien exploitées, qu'on va pas se dire ah bah on comprend pourquoi on va plus dans l'ouest parce que qu'est-ce que c'est chiant, c'est tout plat et on s'emmerde. Ben non, c'est pas tout plat. Oui, on peut faire la course, oui, on peut faire des trucs beaux. Et oui, c'est aussi ça le Tour de France. Voilà, il y aura peut-être un peu moins d'étapes de montagne que les années précédentes, quoi, qu'il y en a quand même, il y en a quand même pas mal. Et puis je suis content aussi de retrouver voilà un format un peu Tour de France stéréotypé parce qu'il y a un moment ça me sortait par les yeux et j'étais bien content qu'on fasse autre chose. Mais vu que c'est quand même ce que je trouve le mieux, c'est pas les gros changements mais plutôt les variations régulières, et ben je trouve bien que ce parcours varie de nouveau avec voilà plutôt une montée en tension. On va pas se dire au bout de 3 jours oh là là il y a déjà 2 minutes de prix, ça va être terrible. Non, on va avoir le temps d'arriver sur les étapes de montagne, on va être là, oh t'as vu il a pris 10 secondes, on va pouvoir se chauffer de ouf, faire des lives où tout le monde va nous Ouais, c'est dire ça. et Oh là ouais non là, mais il est trop fort. Il c'est a pris ça. 5 secondes. Il va plier Et, le tour. et aussi parce que je trouve que mine de rien, les tours comme ça permet aussi de mettre dans la tête de certains coureurs. Je reviens sur ce tour d'Alaf où on se dit, tu vois, il va pas le gagner. Mais non, il va pas le gagner. Mais mine de rien, tu vois, je me dis, si là un mec prend le maillot, alors on sait bien qu'il y a deux gars qui sont ultra supérieurs aux autres, mais on sait pas si tout le monde sera là. On sait pas ce qui peut se passer dans la saison. Et je me dis, c'est aussi ces tours-là, un peu moins, avec des débuts un peu moins difficiles, qui permettent à certains profils peut-être de se mettre en avant. Tu vois, je me dis, un Remco qui a bossé comme un dingue, tout le début en fait lui va comme un gant, c'est que des trucs qu'il kiffe, et s'il est 100% présent avec une année de plus, bah peut-être qu'en fait il peut arriver Remco clairement à Toulouse avec
au-delà même de temps d'avance, un petit avantage psychologique, ou un côté de se dire putain, allez, go, cette année, ça peut être mon année, quoi. Et il sera pas à se dire dès la deuxième étape de montagne, bon, bah, j'ai déjà dû me mettre au régulateur derrière et monter au compteur parce qu'en fait, je peux pas suivre le gros zinzin qui a attaqué et ni l'autre, enfin, tu vois. Et du coup, je trouve ça cool aussi d'avoir cette montée en pression tout au long du Tour de France. J'aime bien les arrivées au sommet. Moi, voilà, c'est mon péché mignon, hein, je dois vous le dire. C'est mon kiff dans les étapes de montagne que ça arrive en haut. Et voilà, donc 8,5 sur 10, j'espère voir un très beau Tour de France, et en tout cas, voilà, il me donne envie ce parcours. Ouais, bah, je vais pas redire tout ce que tu as dit, je suis totalement d'accord avec tout ce que tu as dit. C'est un très très beau tracé, un des plus beaux que j'ai vu sur le Tour de France. Là où je vais enlever des points en moins, bah, comme tu l'as dit, hein, c'est ces transferts, parce que c'est quand même important. On est quand même sur une vitrine mondiale, on est quand même sur une image, etc. Et je trouve quand même que là, elle est un petit peu écornée avec ces transferts de folie. Alors peut-être que du coup, c'est pour la consigne va être que pour Pogacar, lui, va être obligé de les faire en vélo, comme ça le mettra au niveau de ses autres adversaires, mais non, mais enfin voilà, il faut quand même le dire, c'est un peu important. En plus, nous, je pense que c'est quelque chose qui nous tient à cœur chez Radio Fringale, toutes ces problématiques-là. Donc voilà, je vais enlever aussi un point pour la redondance dans les étapes de montagne, même si elles sont belles. Je trouve que j'ai un peu ce phénomène de répétition quand même quand je regarde les étapes. Donc voilà, pour le reste derrière, je mets que des points positifs. Alors le seul risque que je vois derrière, c'est que il y a au moins, je pense que Pogacar, il peut gagner 12 à 13 étapes. Alors je pense pas qu'il en gagne 12 à 13, mais jamais on se serait dit qu'au départ du Tour et du Giro, il allait gagner 6 étapes de chacune, il l'a fait. Donc voilà, on peut se retrouver vers un Tour où finalement on voit toujours le même coureur tous les jours. Donc c'est aussi le risque, mais j'ai envie de dire que de toute façon, peu importe le parcours que tu fais, maintenant, si Pogacar il a le même niveau, il peut tout gagner tout le temps. Donc je vais pas en tenir compte. Donc non, moi je vais mettre 8 sur 10, du coup je mets un petit demi-point de moins que toi. Parce que bah, y a cette étape de la plaine qui me plaît pas du tout, mais pour le reste, bravo aux organisateurs. Sur toutes les étapes où on aurait pu dire qu'on se fait chier, et ben franchement à chaque fois ils ont trouvé des petites subtilités pour rendre l'étape très attractive. Donc voilà, j'ai noté très peu, à part le deuxième week-end là avec ces deux étapes un peu de plaine très morne d'affilée, mais le reste du parcours est très dynamique, on ne devrait jamais s'ennuyer. Donc voilà, l'année dernière j'étais un peu plus critique, cette année je suis plus satisfait du tracé et voilà, j'ai hâte d'être, même si encore dans très longtemps, ça me donne l'eau à la bouche pour ce Tour de France 2025. Très bien, et ben je crois, Titien, qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à nous dire en commentaire, vous, ce que vous pensez de ce parcours. N'hésitez pas à lâcher un petit like sur la vidéo, vous savez, ça fait toujours plaisir. Et puis, bien évidemment, si vous nous découvrez, rejoignez-nous, abonnez-vous et continuons à, pareil, développer la chaîne et monter le nombre d'abonnés semaine après semaine, jour après jour, mois après mois. Merci, Titien, pour cette review de ce parcours. Bah, merci à toi, toujours un plaisir. En tout cas, mesdames, messieurs, sachez qu'on vous embrasse, prenez soin de vous, n'oubliez pas de vous alimenter car par ce froid, vous savez, la fringale guette. On se retrouve tout bientôt sur Radio Fringale, du cyclocross, les bilans de l'année, les conseils de classe, les formats un petit peu plus fun, vous savez ce qui vous attend pour cette intersaison. Prenez soin de vous, à tout bientôt, ciao ciao. Salut les copains.